Et bienvenue pour cette nouvelle émission, nouvelle formule de Critflix. Cette fois-ci, nous sommes exclusivement en audio, comme il y a 2 semaines, et nous serons disponibles sur YouTube et sur les systèmes de podcast et de musique tels que Deezer, Spotify ou encore Apple Music. Alors, bienvenue à vous si c'est la première fois, et je vais vous présenter du coup mes comparses, à commencer par Comic Eater. Comic Eater, comment vas-tu? Eh bien, très bien. Une petite tristesse cependant au lendemain de mon visionnage du dernier James Bond avec Daniel Craig. Ça Oh fait non, toujours il une est... petite émotion. Ah oui, oui, forcément. Mais ça va, t'as apprécié quand même? Moyennement. Ah, C'est un film plutôt sympathique, je trouve, mais j'ai été déçu sur plein de choses, on va dire. Ça reste dans la lancée de Spectre, en fait. C'est la suite en même temps, donc moi je l'ai trouvé un peu moins bon que Spectre, certains le trouveront meilleur. On n'est pas, mais évidemment, au niveau de Skyfall ou Casino Royale, mais qui sont en même temps, pour moi, les 2 meilleurs James Bond. Mais il y a un peu de tout, donc je pense que, voilà, il faut lui donner sa chance. Il fait débat. Moi, je vais pas dire que c'est mauvais ou que c'est très bon, c'est moyen. ok, bah, très bien. Bah, écoute, on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter sur les prochaines émissions à venir. Et à côté de nous, virtuellement, se trouve Jifresh. Comment vas-tu, Jifresh? Très très bien, merci bien. Ça va, ça va. J'ai pas eu l'occasion de voir le James Bond encore. Je pense que je vais attendre un peu qu'il y ait moins de monde au cinéma parce que la dernière fois, aller voir Dune dans une salle blindée, ça m'a un petit peu vacciné, on va dire. Ah, bah c'est ok, Donc, c'est le cas de le dire. voilà, donc je vais attendre un petit peu que ça se calme. Mais sinon, j'ai hâte de le voir, oui. J'ai Non, déjà bah, tant prévu de me refaire tous les Daniel Craig euh, avant d'aller le revoir en plus, comme ça me laissera du temps. Vu qu'ils sont tous sur Salto oui, Et tous les depuis Bonds quelques sur jours là. Salto. ouais, effectivement, ils ont mis tous les bonds sur Salto. Et en plus, effectivement, vu que c'est les seuls, avec Daniel Craig, c'est les seuls films qui se suivent vraiment dans le temps, il vaut mieux, effectivement, les avoir tous vus avant d'aller voir le dernier Mourir peut attendre. Qui Attends. d'ailleurs est en train de diffuser en direct pendant qu'on enregistre cette émission, puisque j'enregistre au cinéma Rio Borvo et que la séance du soir, c'est Mourir peut attendre, donc qui est en cours en ce moment dans la salle à côté de moi. Ce soir, nous ne parlerons pas de James Bond, par contre, nous allons parler de Dune et de Star Wars Vision. Dune qui est disponible pour le moment au cinéma et Star Wars Vision qui est disponible sur Disney+. Mais avant cela, on va bien sûr parler des petites news de ce qui s'est passé sur ces 2 dernières semaines. Alors, dans les news cette semaine, on en a sélectionné deux, et la première, c'est l'annonce lors d'un Nintendo Direct. Nintendo a annoncé, en collaboration avec Illumination, qu'ils allaient faire un film Mario. Un film en images de synthèse, hein, un dessin animé, comme on pourrait appeler ça maintenant. Voilà, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça tombe un peu des nues, parce qu'ils avaient, enfin, finalement, personne n'avait lâché le morceau. Donc voilà, est-ce que vous attendez ça? Ça sortira en décembre 2022, donc pour les fêtes l'année prochaine. Ça leur laisse quand même pas mal de temps, mais qu'est-ce que vous en pensez, surtout venant d'un studio comme Illumination, qui a fait par exemple Moi, Moche et Méchant, ou encore le Lorax? Bah, je suis assez mitigé parce que, bon, on connaît je pense tous la première adaptation de Mario, qui pour moi reste un film, un ovni, hein, bon, pour pas dire, c'est vraiment une expérience extrêmement bizarre de voir toute cette adaptation de Mario et je pense que c'est quelque chose qui a longtemps échaudé Nintendo à refaire des adaptations, animées, en fait, de leurs produits. Parce que c'est vrai que de mémoire, il y a pas beaucoup, il y a pas de dessin animé Mario. Il y a un dessin animé qui est maintenant, enfin Sonic, mais bon, c'est à l'époque c'était Sega, c'est pas Nintendo. Du coup, Donkey Kong aussi, je crois. Oui, il y avait le truc Donkey Kong. Mais c'est vrai que Mario, ça a toujours été un peu extrêmement protégé par Nintendo pour pas qu'il y ait de dérive. Et moi, je trouve ça très curieux de faire un dessin animé Mario, alors que Mario, on l'a jamais entendu parler, mis à part It's Me, Mario, etc. Là, en plus, si j'ai bien compris, c'est Chris Pratt qui va faire la voix de Mario. Exact, ouais. Je suis très, très intrigué et très, très inquiet en même temps de cette news, mais ma foi, pourquoi pas? Ils ont bien ouvert un parc d'attractions Mario, c'est dans la continuité de ce qu'on appelle souvent le média mix, c'est-à-dire de développer, un personnage, une marque sur plusieurs médias en même temps, de façon à faire plus de profit, hein, tout bêtement. Donc ouais, à voir. J'espère que ça va pas finir comme Hello Kitty finalement. Heu,
t'en as partout, tout le temps et tu sais même plus où donner de la tête, tu sais même pas ce que c'est à la base. Donc ouais, un peu inquiet, mais en même temps, je me dis: «Tant que c'est pas un nouveau film avec des vrais acteurs, où il y a une espèce de Bowser dégueulasse, avec des gompes, ces espèces de créatures bizarres qui font de l'harmonica là, pourquoi pas?» Moi, ça me laisse de marbre. J'aime bien les jeux Mario sans être le plus grand fan, mais les jeux Mario sont vraiment très bien puisque et c'est le gameplay en fait des jeux Mario qui est intéressant. Je connais personne, moi, qui soit genre un fan du personnage de Mario ou qui Oui, se oui. dise parce qu'il y en a pas. L'histoire de Mario, c'est incroyable parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire en fait. On sauve la princesse Peach. Donc pour les plus jeunes, ce sera sans doute bien, mais je n'irai peut-être même pas le voir, j'attendrai un jour qu'il passe à la télé, parce que, bah, j'en ai rien à faire. Autant un film Sonic en dessin animé, bon, aujourd'hui, quand j'étais enfant, ça m'intéressait, aujourd'hui, ça m'intéresserait moins, mais en film live comme ils l'ont fait, ça m'intéresse. Autant un Mario en film live, ça m'intéresserait pas et en film d'animation, comme ce sera le cas ici, ça m'intéresse pas spécialement non plus, donc mais c'est une bonne idée, à voir ce que ça donnera malgré tout et le casting effectivement vocal, de superstar pour le coup, je pense, ravira, certaines personnes. Moi, je suis, voilà, je suis assez neutre quoi, j'ai pas d'avis positif ou négatif là-dessus. En attendant la VF, bien sûr, parce qu'on sait pas. Nous, on a un très bon, comment dire, catalogue Ah oui, de personnes qui peuvent doubler. Malheureusement, il est possible qu'encore une fois, ils jouent la carte du buzz en mettant des personnes qui sont pas forcément des doubleurs professionnels pour pouvoir mettre sur l'affiche qu'il s'agit de Kev Adams ou peu importe. Et là, à ce moment-là, on va se retrouver avec une très mauvaise VF de notre côté aussi, quoi. Oui, mais ça enfin, risque de d'être de le cas, oui. de toute façon, je vois pas ce que Mario a à dire, en fait. Le but, c'est que justement, il parle pas, en fait, c'est un peu le «It's personnage me, qui fait qui Mario!» voilà, c'est ça, enfin, dire Ah, qu'il commence à se poser des questions, enfin, peut-être, oui, qu'elle se pose la question: «Pourquoi Princess Peach, elle se fait à chaque fois capturer?» Tu vois? Donc ouais, je sais pas, à voir. après, c'est dans la continuité du coup de ce qu'a fait Nintendo en sortant un petit peu Mario de l'univers dans lequel il était coincé, puisque il y a pas si longtemps, ils ont sorti Mario et les Lapins Crétins avec Ubisoft, qui déjà le faisait partir dans un univers qui n'était pas le sien, un peu plus délirant et qui appartenait, on va dire, à une autre génération. Et en plus de ça, là, on est vraiment sur, à mon avis, la suite des accords avec Universal, c'est-à-dire que Nintendo a sorti sa fameuse partie du parc à Universal Osaka avec Ouais. voilà tout ce que ça peut engendrer d'argent et de licences. Et en plus de ça, derrière, ben, c'est Illumination Studio qui appartient à Universal qui sort le film Super Mario. Donc finalement, l'un dans l'autre, on est sur une continuité, ça doit être un contrat global avec la société Universal qui va pouvoir sortir des objets dérivés qui seront issus du dessin animé et pas forcément des jeux vidéo. Voilà. Voilà, c'est ça, mais du coup, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister un peu à la vente, finalement, de Mario et de ce qu'il représentait avant pour les joueurs et cetera? Donc je sais pas. Après, en même temps, les jeux Mario, bon, bah, plus ça va et ils ont beau réussir à chaque nouvel épisode plus ou moins à réinventer, à rendre le jeu beaucoup plus intéressant. J'ai pas testé Odyssey, mais pour le coup, c'est un jeu qui me tente plutôt bien parce qu'ils ont l'air d'avoir ajouté plein de choses au gameplay et voilà, j'espère que ce sera pas, juste une histoire de faire de l'argent, quoi. Fait partie de ces jeux en fait, quand on pense aux jeux vidéo, il y a certains jeux vidéo où on se dit: «Ça ferait un excellent film», on veut les voir en film Oui et et à d'autres pas du tout. l'inverse, certains comme Mario pour moi, je me dis: «Non, je vois pas la nécessité de faire un film Mario». Ouais, Voilà, c'est pas Pokémon, il y avait quelque chose en live action surtout parce que les dessins animés existent, mais de donner vie à ces créatures, on se dit: «Là, il y a un intérêt». Sonic, voilà, on pouvait créer un truc un peu plus épique aussi, mais Mario, le fait que ce soit un plombier moustachu, là, ça vend pas du rêve. Ou alors, à la rigueur, l'incruster en tant que personnage, dans un monde réel en gardant, il y aurait une idée, mais en dessin animé pur, Mm. en long métrage, ouais, je Et comme l'avait fait par exemple Disney avec Les Mondes de Ralph, où ils avaient intégré oui, voilà. Sonic très bien. directement. Mais, je suis pas sûr que Mario, ce soit quelqu'un qui ait des choses à raconter, en fait. Ça Voilà, c'est c'est ça. Je pense pas qu'il ait des choses à raconter. parce que si on Surtout nous qu'il est sort dans en dessin animé, sauvetage de la princesse Peach, surtout quand tu as chez Nintendo Zelda et que je pense que oui, s'il y a voilà. bien quelque chose que tu peux adapter en film live ou même ne serait-ce qu'en dessin animé avec un film de qualité, bah, c'est Ah Zelda. ouais, carrément. Va pas leur donner de mauvaises idées non plus.
Laisse-les se planter déjà avec Mario. Une fois qu'ils sont, ils se plantent avec Mario et après on en reparle. Ouais, c'est vrai, il y a eu plein en plus, Nintendo est très très agressif sur ses propriétés intellectuelles et Mm. par exemple, il y a eu quelques jeux, quelques films d'animation, des trucs fan-made, etc. autour de Zelda qui sont, à ce que j'ai cru comprendre, très bien et qui ont été directement arrêtés par Nintendo et ils ont plein de licences comme ça qu'ils ont surprotégées. Et du coup, là, on se retrouve avec ce projet où on sait pas trop quoi en penser et voilà, on a un peu vraiment l'impression que c'est toujours finalement pour une société, qui est censée être, heu, pour les enfants et cetera, bah, on retrouve quand même l'aspect business derrière qui est de faire de l'argent et de protéger ses licences, plus offrant quoi, de les offrir aux plus offrants seulement et c'est un peu dommage, quoi. Peut-être qu'à l'ère des feuilletons, que ce soit pour le MCU, même James Bond, et avec l'ère de Daniel Craig, il y a un côté feuilleton, un côté Mmh. choral. Peut-être qu'il nous prépare aussi, il lance Mario parce que bah, c'est la pierre de base de Nintendo. Peut-être qu'il prévoit quelque chose derrière, peut-être une sorte de mélange avec les licences et de faire une sorte de Smash Bros d'Avengers de Nintendo. Peut-être qu'il prépare quelque chose. Mais Ouais, voilà, si peut-être, c'est ouais. Mario tout seul, je vois pas l'intérêt. Mais si on part sur Mario et que derrière, bah, sachant qu'il y a déjà Donkey Kong, il y Kirby, a plusieurs persos qui sont dedans, mais qu'on rajoute Kirby, ensuite on fait un autre film d'animation et qu'on se retrouve avec une sorte de finale avec tout le monde, ça pourrait éventuellement créer quelque chose de sympathique. Un Smash effectivement. Bros de movie. Voilà. Ouais, en plus, je sais pas si vous avez vu, bah alors on sort tout doucement de la news, mais du coup c'est Sora de Kingdom Hearts qui a été annoncé comme dernier personnage de Smash Bros Ouais, ça y est, Ultimate. dit. Ouais, et du coup bah, c'est très drôle parce que étant donné que Sora appartient à Square Enix mais également à Disney, ça rapproche Nintendo tout doucement de Disney pour peut-être essayer de voir pour une Mmh. collaboration future. Enfin voilà, s'il y avait ce mème, vous trouverez ce mème sur internet où on voit Sora et Mario qui se serrent la main et c'est marqué on peut avoir tous les copyrights qu'on veut maintenant. Donc voilà, c'est assez. Voilà, on verra ce que ça donne. Connaissant Nintendo et le gage de qualité qu'ils nous offrent avec leur propre licence, c'est pas impossible que ça soit quand même intéressant à regarder sans parler d'un truc révolutionnaire, mais que ce soit assez qualitatif pour ne pas prendre trop de remarques sur les critiques quand ça sortira, quoi. Ouais, bah, moi je vous renvoie à la première vidéo de Karim Debache, de Crost, qui justement traitait de Mario, enfin de Super Mario le film et très très rigolo à voir comme épisode. Effectivement, bah, de toute façon, on vous invite à aller voir toutes les vidéos de Karim Debache. On va passer à la news d'après et on va rester dans le jeu vidéo puisque Netflix a annoncé que bientôt on aurait un onglet jeux vidéo sur la plateforme Netflix. Netflix a décidé de vouloir récupérer ce qu'ils appellent du temps d'écran puisque les jeunes ne font pas que regarder Netflix, ils jouent aussi à des jeux vidéo et ce temps d'écran n'est pas utilisé sur la plateforme et ça les gêne beaucoup. Donc du coup, ils ont Oui. décidé de créer un onglet jeux vidéo où on pourra jouer à du jeu vidéo. Alors attention, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Est-ce que ce sera du streaming direct? Est-ce qu'une partie sera téléchargée sur votre ordinateur ou votre télé? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont racheté un studio qui s'appelle Night School Studio, qui a fait notamment Oxenfree, qui était un très bon jeu, comment on appelle ça, un roman graphique en fait, un petit peu, voilà, un genre de point and click qui avait été très très bien coté à l'époque. Et Netflix a juré par contre que ça n'aurait aucun impact sur Oxenfree 2, qui est en réalisation dans le studio. Donc ils ont acheté Night School Studio. Et en plus de ça, ils sortent là dans quelques jours, je crois même que c'est disponible, ce sera disponible le 22 octobre, un jeu vidéo qui s'appelle Kate, Collateral Dommage, et qui est directement tiré du film qui vient de sortir sur Netflix, qui s'appelle Kate, justement, et qui est un film d'action avec, je crois que c'est Ben Kingsley, non, ça doit être Harrelson, celui qui joue dans Venom. Euh, Oui, c'est ça. ouais, voilà, c'est ça. Woody Donc Harrelson. voilà, c'est ça. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cet onglet jeux vidéo vous intéresse? Est-ce que vous allez cliquer dessus, peut-être juste par curiosité? Moi personnellement, pour l'instant, j'ai plus Netflix. C'est pas ce qui me ferait reprendre un forfait, à moins que vraiment ce soit la révolution du streaming au niveau du jeu. Mais encore une fois, je pense que là, on sera limité si on n'a pas la fibre pour pouvoir jouer à des jeux vidéo directement depuis la plateforme de Netflix. Ouais, je Non. sais pas trop. Je regarderai sûrement par curiosité, hein, c'est sûr. Mais, je trouve qu'il existe déjà tellement de plateformes justement de jeux, heu, Steam, et cetera. Je vois Amazon se lance pour faire des jeux vidéo tout maintenant. Ça va un peu inonder et je comprends que chacun veuille sa part du gâteau, mais
Je sais pas. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça va pas faire comme une espèce de bulle et puis ça va péter et l'industrie va se casser la gueule? Je sais pas. Oh, mais il y aura forcément un remplaçant à un moment ou un autre qui va arriver, hein, ça s'est toujours passé comme ça. Oui, oui, c'est sûr et c'est pour ça, je suis pas excité à l'idée de voir, des jeux vidéo sur Netflix. Pour moi, ils sont un petit peu en dehors de quand même de Est-ce que ça risque leur pas, par domaine contre, d'activité. de créer des genres de télévision Netflix? C'est-à-dire que, en fait, c'est des télévisions que tu vas allumer, qui vont se lancer directement sur Netflix et tu auras, si tu veux, une espèce de plateforme entière de tout ton contenu média et culturel, que ce soit de la musique, du jeu vidéo, tes films, tes séries. Oui, certainement et je pense que de toute façon, on tend vers ça, vers une simplification, une unification des objets médias en fait, où tu aurais un truc tout en un quoi, où tu aurais ton PC qui fait télé, qui fait jeux vidéo, qui fait le ménage, enfin qui fait tout quoi. Mais ouais, je sais pas. J'ai entendu parler de ça, oui, que Netflix, rachetait un studio et tout pour se lancer là-dedans, mais à la limite, ça peut peut-être pousser les plus anciens, comme je sais pas, Blizzard, EA Games et cetera, à peut-être revoir un petit peu leur politique et être un peu plus conciliant avec les joueurs, essayer de regagner l'attention et le cœur des joueurs, ce qui est une envie qu'ils ont perdue depuis un petit moment, j'ai l'impression. Donc oui, si ça peut aider à ça, pourquoi pas. Comic Eater, toi, t'en penses quoi? T'es toujours abonné à Netflix? Oui, toujours. En fait, moi, j'ai un compte et le forfait, je crois, le plus cher, donc avec la 4K et plusieurs comptes. Donc en fait, comme je le partage avec d'autres personnes, je le garde en fait, si j'étais tout seul, je l'aurais arrêté, hein. Je le garde puisqu'en contrepartie, quelqu'un est abonné à autre chose, Hmm. Mmh. je reste dessus. Puis après tout, voilà, encore cette semaine, j'ai regardé Squid Game puisque tout le monde en parle. Je regarde encore des choses, mais disons que si vraiment j'étais le seul à utiliser mon compte, je pense que je le prendrais plus ponctuellement pour regarder pendant un mois des choses, puis je le désactive et j'attends quelques mois avant de le reprendre. Donc je suis toujours abonné et non, ouais, le jeu vidéo, tout mélangé dans une forme d'écosystème, je comprends ce qu'ils veuillent le faire eux, mais moi je vois pas l'intérêt, de faire ça quoi, on va pas se lever, se laver, manger, aller aux toilettes avec Netflix quoi, Ouais, n'importe quoi, donc ouais, à voir après, si vraiment il y a des jeux cool, parce que voilà, avec la curiosité, regarder un petit peu ce qu'il fait. Le jeu est sympa et gratuit, inclus dans l'abonnement, ben, pourquoi pas? Voilà, lui laisser sa chance et peut-être que j'y pourrais, mais si ça implique en plus un coût supplémentaire après ou quelque chose, non quoi. Ils ont déjà augmenté, je ne sais plus. Ouais, non, je pense pas que ce soit voilà, on prend Netflix pour regarder des films et des séries, pas pour Ouais, 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 complètement, je suis d'accord avec toi. Après, ça va justement créer comme Netflix l'est en ce moment, c'est-à-dire comment dire, faire du quantitatif au lieu de faire du qualitatif, c'est-à-dire manger le jeu vidéo comme on mange des séries ou des c'est films ça. et baisser la qualité au nom de la quantité parce que tu payes ton forfait, quoi. Personnellement, puis, c'est pour ça que j'ai arrêté Netflix, hein, c'est que j'en avais marre de finir une série ou un film et de me dire, ouais. et est-ce que et Ouais, je comprends. ce que j'ai pas compris, c'est est-ce que le jeu sera genre en streaming, du genre, On sait pas encore. Je pense que là, en fait, ils ont engagé, ils ont délogé un gars de chez EA, qui est leur nouveau consultant jeux vidéo, en fait, et c'est lui qui a donc justement demandé à racheter ce fameux studio. Et c'est lui qui est en train d'établir toute la stratégie autour du jeu vidéo. Alors apparemment, ce serait un espèce de mix des deux. C'est-à-dire que les jeux légers et qui viennent directement de Netflix seront en streaming direct, et par Mmh. contre, les jeux un petit peu plus lourds de tierces personnes ou qui pourront pas être logés directement en streaming devront être téléchargés en partie. Je pense que tu auras accès à une certaine partie du catalogue sur ta télé, une autre partie du catalogue directement sur ton PC, et peut-être encore une autre partie du catalogue si tu es sur PS5 ou Xbox. Mais de toute façon, si tu es sur Android et que tu peux brancher une manette sur ta télévision directement, c'est faisable sur des télé Sony par exemple. Je suis pas sûr que tu aies de toute façon accès à tout le catalogue, parce que ta télé en soi, elle pourra pas te débiter Ouais, c'est ça, c'est n'importe quel le débit, enfin, ouais. ouais, voilà, c'est ça, n'importe quel débit. Donc, et puis surtout, elle sera peut-être pas capable d'envoyer l'information de la manette au jeu dans un temps assez court pour que ce soit agréable à jouer.
Donc voilà, à voir sur le long terme, à voir quand ça sortira, ce qu'en pensent les gens. On a Google Stadia hein, qui s'est planté bien comme il faut, donc ça n'empêche pas que Netflix se plante aussi avec Ouais. cette idée-là, quoi. On verra ça plus tard. Ce qui nous intéresse de toute façon pour l'instant, c'est le cinéma. Et du coup, on va parler de notre film coup de cœur. Enfin, je pense coup de cœur, on va en parler tout de suite. On va parler de Dune. Alors Dune, vite fait, pour vous faire le pitch, c'est un film de Denis Villeneuve qui est sorti le 15 septembre 2021 avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac et d'autres, j'en passe. Ça nous raconte l'histoire de Dune. Je pense que je vais te laisser Jeff faire le petit résumé du film si ça te gêne pas, parce que tu as lu les livres et moi je vais t'avouer que j'ai un peu de mal à refaire le pitch. Donc en 3 mots, est-ce que tu as la possibilité de nous faire un tout petit résumé du film? Alors, oui, on suit, la famille Atréide et plus particulièrement le fils Paul Atréide qui sont dépêchés en fait, donc c'est dans un avenir, lointain, très lointain, qui sont, envoyés sur la planète Arrakis, qui est aussi appelée Dune, afin de prendre contrôle de la planète, heu, pour le bien de l'empire intergalactique et cetera. Et donc, cette planète a la particularité d'être, complètement désertique, hein, d'où son nom Dune, mais elle produit un épice, espèce de chose qui apparaît un peu sur le sable, pour l'instant. L'histoire ne dit pas trop comment il apparaît pour l'instant, mais, donc il apparaît sur le sable et cette épice a la particularité de a tout plein de particularités, biologiques. En fait, ça permet de vivre plus longtemps et ça permet notamment de voir l'avenir, pour les gens qui savent bien s'en servir. Et du coup, il y a toute une économie dans tout l'empire qui est basée sur ça. Et donc nous, on va suivre Paul Atreides qui arrive sur cette planète avec, toute sa famille, qui va s'occuper, de ce qui doit s'occuper de cette planète. Et du coup, tout ne va pas bien se passer parce qu'il y a forcément les gens qui étaient là avant qui sont pas d'accord que la planète soit exploitée. Heu, il y a des gens qui étaient là avant aussi en tant que manager de la planète qui sont pas contents d'être évincés. Donc voilà, ça parle de plein de choses, ça parle de politique, ça parle de religion, ça parle de tout plein de choses. Heu, je pense que j'ai pas trop débordé sur les autres livres, Non, mais non, voilà, tout à Dune fait. normalement c'est 7 tomes et le premier tome est divisé en 2 et donc le film, raconte la première moitié du premier tome. Petit débrief sur Denis Villeneuve, donc on le connaît pour Prisoners, on le connaît également pour Premier Contact et Blade Runner 2049. Je pense que le gars a fait ses preuves niveau SF. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis un gros fan de Blade Runner 2049 et de Premier Mmh, Contact. Premier Contact particulièrement parce que je trouve il a réussi à créer de la SF tellement ancrée sur Terre en fait que ça en fait quelque chose d'assez spécial à regarder. Et voilà, je trouve que c'est un film qui, dans les années à venir, peut devenir culte pour les fans de SF. On va discuter principalement de Dune quand même. Je vais du coup commencer en vous disant que j'ai découvert le film et j'ai été très surpris vraiment de la qualité en fait du sujet en fait abordé. J'ai trouvé que c'était vraiment un film qui, comme je l'ai dit sur Twitter, je trouve que c'est une nouvelle saga en fait. Je suis vraiment sorti de la salle en me disant quand tous les tomes seront sortis, tous les films sont finis, c'est le genre de film qui aura droit à ces comment dire, à ces soirées spéciales où tu vas tous te les faire dans la nuit. Et on va en parler encore, voilà, pendant des années sur le côté majestueux en fait du film et sur la grandeur de ces personnages et de la quête qui les attend. En fait, c'est surtout ça qui m'a choqué, c'est la grandeur de la quête, le fait qu'il aille, il va devoir aller beaucoup plus loin que ce qu'il est censé être. Et j'ai trouvé ça vraiment magique. Enfin voilà, c'est très mystique comme film. non, je suis Euh, assez d'accord, c'est vraiment, moi j'ai découvert, Dune en bouquin, il y a quelques années, donc c'est quand même un bouquin qui est considéré comme un classique de science-fiction et qui est sorti, originellement donc ouais en 1970, même plus tôt je crois aux États-Unis. Heu et moi en fait ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié dans l'œuvre originale et ça se ressent encore plus aussi dans le film, c'est que oui c'est un livre de science-fiction, mais c'est pas que ça, en fait. C'est que, souvent, maintenant, quand on voit des trucs de science-fiction, c'est des vaisseaux, ça pète partout, il y a des extraterrestres, nin et finalement, on est happé dans un scénario qui est imaginé autour du fait que ce soit de la science-fiction. Alors qu'à la base de la science-fiction, bah, c'est juste une extrapolation, de nos données scientifiques actuelles et technologiques,
et on essaye de voir ce qu'on pourrait en faire si on progressait vraiment en sciences et en technologie. Et j'ai trouvé que dans Dune, que ce soit dans le bouquin ou dans le film, et ben, finalement, c'est là, c'est présent. Je veux dire que les mecs, ils ont des boucliers qui leur permet de parer certains coups et cetera. Heu, voilà, c'est là, c'est comme ça, il y a pas d'explication, on n'en fait pas trop des caisses autour de ça. C'est là, ça existe depuis, beaucoup de temps. Il y a quand même des choses que nous, on utilise actuellement comme les armes nucléaires, qui sont aussi toujours d'actualité, heu, mais qui ont peut-être un autre nom, ce genre de choses. Et du coup, autour de ça, il va bâtir toute une histoire, de politique, une intrigue, géopolitique, avec, beaucoup, beaucoup de facteurs différents, avec, des choses qui ont été reliées, à la religion. Et c'est pour ça que finalement, que ce soit le livre ou le bouquin, heu, on va pas voir un film de science-fiction aussi. On va voir une vision de ce qu'est, une société, de comment la religion, influence une société, comment, un empire se construit ou se déconstruit, qu'est-ce que c'est un complot et cetera. Et j'ai trouvé que à l'écran, ça passait très bien. Denis Villeneuve a alors oui, il a dû zapper des choses parce que c'est une adaptation, et de toute façon, il y a un gros, gros pourcentage des lignes dans le bouquin qui sont juste des pensées et des impressions de Paul Atreides. Et à l'écran, bah, c'est difficile de faire paraître ça. Mais pourtant, je trouve qu'il s'en sort extrêmement bien. L'esthétique est géniale, on n'a jamais l'impression d'avoir des trucs en toc. C'était une des volontés d'ailleurs, je crois, je crois que j'avais déjà dit la dernière fois, mais c'était une volonté de Denis Villeneuve de vouloir, tourner en endroit réel. Donc je crois qu'il a tourné en Jordanie et je sais plus dans quel autre pays. Heu, Tout ça fait que le film, enfin, j'ai envie de le revoir et j'ai hâte de voir la suite. Alors, je sais pas s'il fera vraiment les 7 tomes parce que ça part quand même beaucoup en live dans beaucoup de trucs, hein. Moi, je suis au 4e et je vois pas comment tu peux adapter des choses comme ça à l'écran. Et ma foi, pourquoi pas? J'ai pleinement confiance en son travail. Et ouais, j'espère qu'il va continuer et qu'on lui laissera aussi la liberté encore de faire ce qu'il a envie parce que ça lui réussit plutôt bien. Comic Eater, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce visionnage de Dune? J'ai beaucoup apprécié le film, je le trouve vraiment excellent. Il est pas exempt de défauts, hein, voilà, je mets toujours un point, voilà, à ne pas tomber dans l'excès puisque dans les réactions, voilà, j'ai souvent vu des gens qui détestent diamétralement, des gens qui, limite c'est le plus grand film de tous les temps. Moi, c'est un excellent film, vraiment très, très, très bon, mais il y a quand même des petits défauts Ouais, il qui y a pas mal sont, de petits Ah présents, oui, qui bien sont sûr. inhérents au fait d'adapter notamment un récit comme Dune, c'est compliqué. Moi, je suis en train de le lire actuellement justement, je l'avais pas lu non plus, hein, c'est un gros classique et pourtant je suis passé à côté également et ça m'a donné envie de le lire pour, justement, voir un petit peu le matériau de base, les différences et mais par contre c'est très, très bon, sachant que moi, pour le coup, je suis pas le plus grand fan de Denis Villeneuve parce qu'il a un style, qui est à lui. Justement, on aime ou on n'aime Mm. pas, il a vraiment une vision d'auteur, quelque chose d'assez, désincarné, Mm. souvent qui me pose C'est problème. froid, presque froid. Que presque froid et moi, le film que je préfère chez lui, c'est Prisoners parce que justement, ce côté froid, il allait bien avec ses personnages, avec, ce que la violence de ce qu'on voyait à l'écran. Mais pour les autres, je suis un peu moins fan du fond. Par contre, sur la forme, c'est brillant, que ce soit Enemy, notamment dans ses premiers films avec la gestion de la couleur Mm. et ici, Dune, encore une fois, il y a vraiment un travail esthétique vraiment impressionnant, qui est désincarné, qui est simple dans les designs, notamment des vaisseaux, et qui fonctionne ici, puisqu'on n'est pas, sur, la SF grandiloquente. C'est Et pas Star Wars, c'est puis, ça, l'anti-Star Wars pour le coup. Mmh. ça lui va bien, je trouve, parce que comment dire, alors je sais pas si c'est comme ça dans les bouquins, mais autant Dune, donc du coup la planète, bah, c'est un désert entier, les bases sont des bases désertiques, donc c'est du métal, c'est de la tôle, c'est quelque chose de très épuré, parce que c'est quand même des armées qui sont là juste pour garder une planète, il y a pas de luxure en fait sur la planète Arrakis. Et pareil, les Atreides, je trouve que leur planète, elle fait très Écosse ou Vallée Ouais, d'Irlande un petit peu. Voilà, c'est quelque chose de comment dire. Leur vie se résume à des choses simples et du coup, voilà, je trouve que ça leur va bien en fait. Ce côté épuré qu'arrive à faire Denis Villeneuve tout en étant très joli et très esthétique, ça va bien justement avec le modèle
que veut représenter l'histoire et le fond, enfin le background en fait de Dune. C'est peut-être quelque chose que je reprocherais moi justement, pour, la différence. Alors dans le livre, c'est pas trop précisé, hein, il y a pas beaucoup de description de la planète, des Atreides, de Caladan. Et je trouve justement Caladan, je trouve qu'elle aurait mérité d'être plus accueillante, plus chaleureuse, pour ensuite qu'on puisse sentir, parce que dans le roman, c'est bien montré qu'on passe vraiment d'une planète qui est leur domicile, ils apprécient vivre, à quelque chose qui va être l'enfer pour eux. C'est pas faux. Et Ouais. c'est certes, vide, mais par contre, je trouve que le désert est pas assez menaçant encore. Et on sent parfois, même dans l'adaptation, des fois ils ont une tenue, des fois ils en ont pas, que le danger qui est censé représenter le désert, il est un petit peu sous-estimé. Donc j'espère qu'ils vont mettre la barre plus haute en dehors du Shai-Hulud. Voilà, on va Mm. dire ce que c'est pour pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Mais il y a des éléments, le désert certes est dangereux, mais il est encore limite trop sympathique, je trouve. Par contre, le côté vide de cette planète, ça, c'est vrai que ça me plaît. Ouais, complètement. Après, moi, ce que j'avais reproché, tant qu'on est dans les reproches, c'est que j'ai trouvé que les Atreides, qui étaient censés être les élus de l'empereur pour remplacer les Harkonnen, sont pas assez nombreux. En fait, si tu veux, tu vois cette espèce d'armée, et tu dis, ça représente toute une planète. Enfin, tu vois, j'avais du mal à m'imaginer, en fait, que c'était une Ah planète non, entière, il avec... n'envoie pas toute sa planète dessus, hein. Ouais, non, mais je sais bien qu'il envoie pas toute la planète, mais quand ils arrivent, en fait, pour faire signer le contrat, je trouvais que ça faisait petit, entre guillemets. Enfin, tu vois ce que je veux dire? La Ah oui. grandeur de la famille Atreides, ils en parlent tout le temps, ils disent que voilà, la famille Atreides est en train de monter, que c'est pour ça qu'ils l'envoient sur Dune, etc. Et j'ai trouvé qu'on ressentait pas assez cette grandeur, en fait, par rapport aux Harkonnen qui... Harkonnen, c'est ça, hein, Harkonnen. Ouais, les Harkonnen, Harkonnen. par rapport aux Harkonnen qui, eux, sont dans l'opulence. On le voit dans le baron, en fait. Le baron Harkonnen, il est dans l'opulence. C'est pour ça qu'il est si gros. C'est pour ça qu'il est, tu vois, on sent il a vécu de richesse pendant des centaines d'années. Alors que les Atréides, justement, qui sont la phase montante, j'ai trouvé qu'on le voyait pas assez. Mais bon, après, voilà. Encore une fois, c'est des petits détails qui peuvent te faire Oui, voilà. tilt lors du film, mais ça n'en fait pas moins un très très bon film. Et j'ai trouvé aussi que tous les acteurs étaient à leur place. J'ai trouvé vraiment que le choix des acteurs, au début, j'étais pas convaincu. Jason Momoa, on a, comment il s'appelle, Dave Bautista aussi, qui sort des Gardiens de la Galaxie. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner? C'est quand même des gars qui viennent du catch à la base, hein. Non pas que les joueurs de catch soient des mauvais acteurs, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est leur métier. Mais j'avais un peu peur. Et en fait, je trouve ils ont exactement le temps qu'il leur faut dans le film, et ils ont la place qu'il leur faut aussi. Et ils jouent très très bien, quoi. Dave Bautista qui joue Oui. cette espèce de neveu complètement esclave du baron, et Jason Momoa qui est vraiment le gars qui va suivre les Atreides jusqu'à la mort, et qui le fait de façon très très épurée. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. Mm. On le verra un peu plus dans la seconde partie, Dave Bautista, Raban, qui incarne Raban la Bête, puisqu'il sera plus important par la suite. Là, on le voit un petit peu en retrait, alors qu'on se doute bien, surtout s'ils ont pris Bautista, que c'est un guerrier. On le voit même dans certaines scènes, la violence, il est extrêmement dangereux, extrêmement fort et important, Mm. et il est un peu mis en retrait. Et ça, par contre, c'est bien fait, effectivement, le fait que Denis Villeneuve pose des petits personnages, des petites choses qu'on pas forcément utilisées, voire même qu'on pourrait regretter, se dire tiens, le personnage incarné par Josh Brolin, Gurney Halleck, lui on le voit très peu aussi. Et on se dit voilà, c'est quand même Josh Brolin, quoi. C'est un grand perso, et finalement on peut se dire tiens, son rôle il n'est pas assez utilisé. Bien, c'est parce que on va peut-être le revoir par la suite, parce qu'il va se passer des choses dans le film, mais Mm. on le voit pas clairement. Voilà, on sait pas trop. Il y a plein de personnages, on sait pas ce qui leur est arrivé. Ça laisse la porte ouverte. On peut se douter qu'on risque de les revoir dans le second volet. Il y a quand même beaucoup d'éléments, beaucoup de personnages à mettre en place, et on se concentre plutôt sur le personnage de Paul, logique, personnage principal, et le personnage de Jessica, sa mère, incarnée par Rebecca Ferguson, sur qui, Mm. moi, je pense, et forcément, c'était plus intéressant d'utiliser Zendaya, et la promo aurait dû se faire sur Rebecca Ferguson, qui est Ouais, incroyable, elle est et qui est géniale. le personnage principal, au même titre que Paul. Ils sont à égalité en termes d'importance. Mm. Dans le roman, ça se voit d'autant plus. Là, Paul a un peu plus d'ascendant malgré tout, mais elle est aussi importante que lui. Après, le souci avec Zendaya, c'est que malheureusement, la communication ne dépend pas de Denis Villeneuve, mais bien du producteur, qui est Warner. Et étant donné que Zendaya, en ce moment, est en plein boom entre Bah, Spider-Man voilà. et la série sur HBO, je ne sais plus le nom. Euphoria.
Euphoria, voilà, merci. C'est vrai qu'effectivement, elle a tourné un film avec sur Netflix aussi. Et voilà, donc c'est vrai que là, forcément, vu que c'est du côté producteur et marketing, ils ont C'est plus préféré vendeur. jouer. Voilà, c'est beaucoup plus vendeur que Rebecca Ferguson, qui est une merveilleuse actrice que je connais pas plus que ça. Faudrait que j'aille voir sa filmographie, mais qui joue très très bien son rôle et même on voit un petit peu. D'ailleurs, la Sainte Mère, je sais plus comment elle s'appelle. Hein, Benny euh, Smith. qui jouait la Ah, révérend mère la révérende Moyam, mère. la révérende mère qui est Ah, jouée par Charlotte Rampling, qui est absolument dingue parce que tu ressens absolument toutes les émotions du personnage et la grandeur du personnage alors qu'elle est cachée sous un voile. On voit à peine son visage et rien que sa façon de parler, sa gestuelle en font un personnage absolument impressionnant, surtout au cinéma. C'est absolument fou. C'est encore une fois, chaque personnage est à sa place. Même Timothée Chalamet qu'on pourrait pensait avoir été choisi justement parce qu'il est encore une fois en plein boom, joue son rôle à la perfection. Il est parfaitement à sa place. ah oui, moi je le connais peu, alors j'ai entendu parler de lui, forcément, mais j'ai pas vu les films dans lesquels il a joué, qui sont pourtant très connus pour certains. Mm. Et je sais que c'est un acteur qui est pas forcément très apprécié de base. Ça fait partie de ces acteurs. Je pense par exemple avec James Bond, il y a ça en ce moment avec Léa Seydoux. Même Mm. si moi, voilà, c'est pas une actrice que j'aime beaucoup dans son jeu, je vais pas aller jusqu'à toujours La mettre la pied dans bâcher. son dos en disant je l'aime pas, la bâcher. Et pareil, Timothée Chalamet, c'est un acteur qui subit un petit peu ça parce qu'il a un physique atypique, voilà, il sort un petit peu des codes classiques. Et moi, je le trouve excellent effectivement parce que c'est un jeu en plus tout en retenue. Être acteur, c'est pas forcément, être dans l'abus, crier tout le temps. On sent dans son regard, on sent voilà dans ses yeux, dans ses donc quand il se retient face justement à la révérende mère qu'il se passe des choses qui passent au-delà des mots. Il n'y a pas forcément besoin de Mm. mots pour, retranscrire des choses et effectivement, c'est fort. En plus, il est plutôt jeune, donc dans le livre, Paul a 15 ans, avant que là, il fait Ouais. plus vieux, mais c'est quand même mieux que dans la version de David Lynch, où Ah bah c'est, là, oui, oui, forcément. Max Callan, il a genre on a l'impression qu'il a 30 ans, quoi. Tu te dis, Mm. c'est pas un gamin de 15 ans. C'est que Ouais, je complètement. trouve ça que le casting est plutôt bien fait et effectivement, il y a des personnages qui, j'espère, reviendront en film, normalement dans le bouquin. On en verra beaucoup d'autres apparaître et on en verra, beaucoup revenir et je pense qu'il a bien fait, de choisir, tous ces acteurs parce que c'est des gens, je pense, qui vont continuer à s'améliorer en plus, pour la plupart et qui du coup pourront proposer des prestations encore plus intéressantes que ce qu'ils ont pu proposer, pour ce film-là qui est déjà pas mal, quoi. Nous garde des Mm. surprises que dans le film de David Lynch et dans le livre, on a des personnages qui sont, le fameux empereur, Padishah, Ouais, qui apparaît dans la Ouais. version de Lynch et dont on parle dans le film, dans le livre. La princesse Irulan aussi, et surtout le personnage de Fade. C'est le neveu, il me semble, du baron Harkonnen, qui est un antagoniste, qui va devenir l'antagoniste principal de Paul. Il n'est pas présent dans le film de Lynch, il est incarné par Sting. C'est un des personnages qui avait le plus marqué. Et là, il est absent. On a bien Rabban la bête, mais on n'a pas encore ce personnage de Fade qui est censé. Il est présent dès le début, hein, normalement. Et Mm. là, il l'a pas mis. C'est-à-dire que c'est un choix aussi de le mettre de côté. Peut-être parce il veut nous réserver la surprise ou il a peut-être pas encore fait le casting. Donc, on peut s'attendre, je pense, à un acteur assez costaud. Il devrait être assez jeune, normalement qui est aussi, censé avoir le même âge pour que être le Paul rival de normalement. Paul. Ouais, il est censé avoir le même âge. Donc, D'accord. Ah ouais, donc à on a voir un quel jeune acteur. acteur qui. Peut-être un Ouais, Tom Holland, qui sait. peut-être. Bah, il a ses entrées avec Zendaya dans le film. Hein. Oui. C'est pas faux, Ouais, effectivement. le seul petit bémol que j'aurais, c'est, je sais pas pourquoi ils ont rasé la barbe de Jason Momoa en plein milieu du film. Ah, J'ai vu j'ai pas pareil. fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Et et Je après me il a suis dit plus de pourquoi ils ont barbe. fait ça. Ouais et autant, il est plutôt beau gosse, quand il a sa barbe, mais sans barbe, oh là là, c'est un Ah, peu bizarre, quoi. bah, j'ai Ça même m'a pas fait vraiment gaffe, tu vois. surpris. Ah ouais, je sais pas. Il a dû avoir un autre tournage peut-être, ou Ouais, je pense que et c'est un du truc coup comme ils ont pas voulu faire une Justice League une deuxième fois en ça. voulant refaire ça numériquement. Bah, en plus une barbe ça se repose assez facilement, c'est bizarre. C'est bizarre qu'ils aient pas Ouais. pensé à lui faire une fausse barbe ou un truc comme ça. Oui, Et on en va plus, donc, je trouve que, je sais pas si vous, ça a été le cas, je suppose, vu qu'on a tous apprécié, le film dure quand même 2 heures et demie, quand même, Mm. et je n'ai pas vu le temps passer, je me suis pas ennuyé une seule seconde. ouais, Je suis moi allé non le plus, voir hein. deux Complètement. jours de suite, hein. J'ai fait la VF en avant-première et le lendemain j'ai fait la VO.
Et je l'ai revu donc à 2 jours de suite, 2 heures et demie. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde et même en le revoyant une seconde fois, je me suis pas dit: «Ah oui, le fait de le revoir m'ennuie, il y a des longueurs». Non, il y a aucune longueur, il y a aucun moment où je me dis: «C'est en trop, faut couper». Non, c'est parfait, quoi. Pour comparer, voilà, le James Bond dure 2 h 40 et là, il y a des longueurs et même Ouais. ceux qui ont apprécié ont tendance à dire qu'il y a quand même, une petite heure faible au milieu, hein. Et là, dans Dune, le truc passe tout seul, et c'est assez rare de le noter que moi, je pense au Seigneur des Anneaux. Dans les Anneaux, c'est un peu pareil, je peux le regarder même en version 3 h 30, je vais pas me dire: «Faut couper ça». Et là, Mmh. Dune, il y a cet effet-là aussi qu'on a où on se dit: «Ah voilà, il a rien, il y a rien acheté, quoi». C'est vraiment bien fait. Pourtant moi j'étais le voir avec quelqu'un qui m'a dit que le début, il avait trouvé le début un peu long et bon j'ai pas trop compris moi pourquoi parce que finalement en fait s'il y a pas cette introduction, on comprend pas on comprendra encore moins ensuite la suite Oui, des aventures de ouais. Paul donc j'étais A pas tout à fait après, d'accord mais je pense que la rythmique des films, de science-fiction en général sur les on va dire sur les 10 dernières années, en prenant par exemple, je sais pas, Star Wars épisode 7, on a, une introduction la plupart du temps qui est beaucoup plus violente que celle-là et beaucoup plus oui. dynamique. Donc je pense qu'un retour à la SF «à l'ancienne» entre guillemets, avec une introduction des personnages, une mise en place de l'espace et du temps, fait que parfois les gens s'ennuient parce qu'on n'a pas cette dynamique en fait avec un ralentissement après l'introduction, où là vraiment le flux est complètement régulier sur la, on va dire, la première heure du film, où on t'introduit les personnages et sans te faire une textuelle en te disant ici vous êtes sur telle planète, ici vous êtes sur telle planète, là vous êtes sur tel machin. Non, c'est voilà le personnage, il y a un dialogue entre deux personnages qui t'explique, ben voilà, on va aller sur telle planète, on va faire ci, on va faire ça, et c'est à toi en tant que spectateur de comprendre. Et je trouve ça chouette qu'on te donne pas tout comme ça, comme un paquet cadeau, en disant ben vas-y ouvre et tu vas kiffer en mangeant ton popcorn quoi. Ouais, On est c'est vrai. sur un vrai, on est sur un vrai film de SF pour des gens, on va dire, exigeants, même si, un peu comme un film de Nolan, n'importe quel néophyte de la SF peut apprécier le film. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, je veux dire, chacun ses goûts, et on a des films qu'on n'apprécie pas pour des raisons tout à fait diverses. Mais là, je trouve que voilà, le film a cet équilibre parfait qui va correspondre autant aux gens exigeants que aux personnes qui sont un petit peu moins habituées à la science-fiction. Je suis d'accord, là, il a cette qualité et fait ce tour de force de plaire à un public exigeant qui a l'habitude de regarder des films différents et pas que des gros blockbusters, épileptiques, je vais appeler ça comme ça, parce que les Hmm. blockbusters modernes, souvent, c'est, cut, cut, cut et puis les Ouais, films c'est ça. vont dans tous les sens. Il faut pas de temps mort, on passe du coq à l'âne, et là, nous, du coup, ça nous plaît, mais des personnes qui ne sont pas habituées à ce genre de cinéma, ils découvrent ça et la plupart, moi, je connais des personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de cinéma, qui ont vraiment adoré, qui se sont dit: «Voilà, Dune, j'ai pas l'habitude de voir ça». Moi, j'ai l'habitude, je regarde des films Marvel et cetera et j'ai vraiment adoré parce que pour eux, c'est différent et c'est pas non plus trop, trop cryptique, C'est ça. trop, même s'il y a la vision d'auteur, ça sert le livre quand même. Il se met quand même en retrait, je trouve, Denis Villeneuve. C'est pas quelque chose, voilà, on n'est pas sur du Aronofsky ou des trucs, voilà, où on se dit: «Ouh là, c'est un délire, il faut adhérer». Là, évidemment qu'il faut adhérer à certaines choses, notamment à son style, visuel, notamment avec le côté un peu dépouillé, mais globalement, c'est accessible à tous, tout en étant exigeant, comme tu l'as dit et ça, Mmh. c'est vraiment un tour de force. Et comme le Seigneur des Anneaux à l'époque avec Jackson avait pu remettre, on va dire, l'honneur à l'heroic fantasy en amenant des gens qui auraient craché sur Donjons et Dragons ou sur de vieux films de KPEP, quoi. Et il y a énormément de personnes qui se sont mis à regarder des films d'heroic fantasy quand la communauté de l'anneau est sortie, parce que justement, il y avait ce côté, comment dire, épique des grands blockbusters, mais où le spectateur inconsciemment n'est pas pris pour un débile. Et du coup, ça fait énormément de bien à l'âme et aux yeux et aux oreilles aussi, hein, sur les 2h35 de film, de se dire, bah voilà, je suis Ah pas pris oui. pour un con et on me prend pas par la main, mais on me montre des choses absolument magnifiques dans une histoire qui a l'air beaucoup plus grande que moi. Et c'est vrai que depuis la réouverture, c'est la première fois que j'étais content véritablement de voir un film sur grand écran où j'avais cette aventure qui m'emmenait dans quelque chose de beaucoup plus grand et immense que n'est la réalité, quoi. Mmh. Et en plus, moi, j'ai pas eu la chance, je sais pas si vous, c'est le cas, de le voir en salle IMAX, parce que Malheureusement, non. visiblement l'expérience pour ceux qui l'ont vécu
en salle IMAX, c'est encore autre chose, quoi. Et même en termes de son, moi, dans mon cinéma, le son est correct, hein, il y a pas de problème, mais c'est pas non Ouais. plus un équipement de pointe. Et vu le travail sonore que j'ai pu entendre, parce que autant sur la musique, qui est très cool parce que je l'écoute en plus de temps en temps, toute seule, elle passe bien, mais c'est assez spécial, il y a pas Mmh. vraiment de mélodie qui revient. Mais par contre, le sound design, les sons, qui représentent certains peuples, certains endroits, quand on est par exemple sur la planète où il y a les Sardaukar, les soldats de l'empereur, il y a une espèce de Ah, c'est mélodie, génial. assez, angoissante. On a des bruitages, Mmh. au tout début, on a Complètement, une ouais. voix aussi qui le film commence avec une sorte de bruitage qui délivre un message et le travail du son est vraiment impressionnant, peut-être encore plus que la musique, qui est plus atmosphérique ici, la musique. Et vraiment je regrette de ne pas avoir une salle proche de chez moi avec vraiment l'équipement optimal. Je trouve évidemment rarement en France, il y a vraiment des grandes villes qui l'ont et autour on a un matériel, voilà, mais déjà dans un cinéma, c'est bien et il faut le voir au cinéma. C'est pas un film Ouais. à découvrir. Alors évidemment que je le reverrai en Blu-ray sur ma télé 4K, ce sera déjà pas mal, mais ça n'aura rien à voir, quoi. Ce C'est sera pas vraiment la à même voir expérience, ouais. sur un écran de Mmh. cinéma avec un son de qualité. C'est Ouais, ça. je suis d'accord, ouais. Après, alors, ben voilà, justement, en parlant du mixage son, ça va être un des petits défauts. Je vais revenir sur un autre qui concerne un peu plus le film dans son histoire. Mais étant donné que moi je l'ai vu dans une petite salle ici au Rio Borvo, malheureusement, le mixage son qui doit être justement grandiose, et je remercie Denis Villeneuve de voir les choses en grand, hein, c'est pas du tout un reproche que je lui fais à lui. Malheureusement, le son est pas du tout fait pour une petite salle. C'est-à-dire que moi, mes enceintes sont réglées pour des films on va dire de taille moyenne. Enfin, c'est un petit peu métaphorique ce que je dis, mais voilà, des films de taille moyenne, on va dire maximum des films d'action un petit peu classiques. Et là, le mixage du son fait que la salle, sur comment dire, le niveau de son que je mets d'habitude sur un film, le son était trop fort sur certaines actions, quitte à faire parfois saturer mes enceintes, qui n'était jamais arrivé depuis très longtemps, parce que je pense que comment dire, l'équipement, la salle est trop petite en fait, la résonance du son dans la salle provoquait quelques problèmes et j'ai quelques personnes qui sont sorties en me disant le son était trop fort. Malheureusement, les dialogues, eux, étaient au bon niveau, donc je ne pouvais pas baisser le son en fait du film pour le reste de la séance parce que sinon on n'aurait pas eu l'impact des dialogues et de certaines actions dans le film. Mais voilà, c'est surtout les moments avec les vaisseaux en fait, quand les vaisseaux atterrissent ou décollent d'une planète, il y a souvent cette grande musique avec de grands bruitages en fait qui sont, je pense, absolument dingues. Mais moi, ma salle est mal équipée pour ce genre d'expérience. Et j'espère que d'autres personnes n'auront pas ce problème-là dans des salles plus petites, parce que ça peut gâcher, si c'est une découverte d'une, ça peut gâcher l'expérience parfois, faire un petit peu mal aux oreilles, quoi. Un peu l'avenir, en plus, on parle souvent, ça revient de l'avenir du cinéma. Est-ce que le cinéma va perdurer? Bon, je pense que oui, effectivement, mais ce qui fait la force du cinéma, c'est quand même les performances techniques et aujourd'hui, c'est vrai que des petites salles n'ont pas forcément l'équipement de pointe, alors que c'est effectivement là que le cinéma va pouvoir se démarquer de Netflix et compagnie. C'est que, bah, ce sera jamais pareil que dans une salle, d'avoir vraiment les derniers équipements. Il y a eu la 3D à un moment donné, bon, ça lâche un peu la 3D, il y a la 4DX, on trouve ça bien ou pas, voilà, mais il y a des tentatives et je pense que ne serait-ce que sur le son et la qualité d'image avec l'IMAX, le Dolby et cetera, c'est là que va se jouer l'avenir des salles, quoi, de donner de plus en plus de qualité, quitte à voilà, à être un peu plus cher peut-être. Moi personnellement, ça me dérangerait pas de payer un peu plus cher pour une expérience optimale, plutôt que de regarder sur ma télé, quoi. Je pense qu'on l'a tous vu effectivement, je pense qu'aussi ce qui est la force de Dune, que ce soit le film ou le roman, c'est que c'est un récit comme, J. l'a dit, qui a été écrit donc, en 70, mais qui résonne aujourd'hui, avec ce qui a pu se passer. Que, on pense forcément, je pense quand on a vu Dune, à se dire que c'est les États-Unis qui vont, aller prendre le pétrole Mm. dans un certain pays et qui vont devoir faire face, aux soviétiques. Voilà, on pense forcément à quelque chose, ça fait écho à l'histoire et je pense que voilà, ça joue aussi, l'épice, ça représente tout un tas de choses parce que je parlais du pétrole, mais c'est aussi la drogue. Mm. Littéralement dans le livre, hein, c'est de la drogue Mmh. donc voilà, forcément, c'est un récit qui fonctionne aujourd'hui parce que, il fait écho à ce qui se passe dans la société, qui a pu se passer dans l'histoire et puis qui a inspiré, évidemment Star Wars puisque la voix quand même,
quelques pouvoirs, on va dire, à découvrir dans la saga. Et même dans l'histoire, on se rend bien compte que George Lucas, il a été pillé Dune pour pouvoir faire Star Wars notamment. Mm, Ouais, carrément. Moi, pour parler des films qu'on veut voir uniquement en salle et qui n'ont pas le même effet au cinéma, bah, effectivement, c'est un des films que je rangerais dans cette catégorie-là, à côté d'Interstellar ou d'autres films du même genre où ils prennent une toute autre dimension quand tu les vois dans une grande salle avec du son, etc. Est-ce que notre conclusion serait aller au cinéma? Mhm. Oui, Ah, très comme d'habitude en fait, on y comme revient. d'habitude. Waouh! Exactement. Et malheureusement, alors on va rester au cinéma, mais eh bien non, pas vraiment, puisqu'on va partir tout doucement vers Disney+, qui Oh, nous a offert il y a quelques semaines, oui, je suis navré, mais les systèmes de streaming existent et il faut faire avec. Et bizarrement, pour une fois, on va en dire du bien, et beaucoup de bien, puisque on va parler de Star Wars Visions, qui est sorti sur Disney+, il y a quelques semaines. Ce sont 9 épisodes de studios japonais différents et qui racontent des histoires qui ne font pas partie enfin qui font partie du lore Star Wars, mais qui ne sont pas canon avec les films Star Wars. Donc voilà, il y a 9 épisodes différents, de 9 histoires différentes, et chacun a son type de dessin et son type d'histoire, etc. Ce sont des petits épisodes d'une vingtaine de minutes maximum, ça se regarde assez vite, je crois que chacun d'entre nous on a dû le faire en à peu près 2-3 jours grand maximum pour tout regarder. Et je voulais faire un. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tout petit résumé de chacun des épisodes, hein. On va vraiment prendre 2 minutes par épisode. Et ensuite, on fera un mix général où on dira vraiment ce qu'on en a pensé en général de ce Star Wars Vision. Et on va commencer du coup par l'épisode 1 qui s'appelle Le Duel, qui a été fait par le studio Kamikaze Douga. C'est eux, par exemple, qui ont fait Batman Ninja ou les derniers Jojo Bizarre Adventure, la partie 3 notamment. Et c'est l'histoire d'un Ronin qui se bat pour sauver un village de Stormtroopers, mais des Stormtroopers qui sont un vestige de l'Empire. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des Stormtroopers Kia. plutôt pillards. Ouais, voilà, exactement, et un peu pirates. C'est un épisode qui est entièrement en noir et blanc, dont l'animation est très crayonnée, hein, même si elle a été faite par ordinateur. Et il n'y a que les sabres et quelques éléments qui ont des couleurs. Et bon, voilà, on va finir sur un épisode qui va être un combat au sabre laser. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Comic Eater? Qu'est-ce que tu en as pensé de ce premier épisode, toi, vraiment en 2 minutes? Moi, le premier épisode, c'était vraiment important que dès le début, ça me donne envie de continuer. Et j'ai pris une claque monumentale avec ce premier épisode. J'ai adoré, clairement, hommage à Kurosawa dans le cinéma, Complètement, avec le complètement. Mhm. côté noir et blanc, combat de samouraï. J'ai vraiment adoré vraiment ce premier épisode. Il n'y a rien à jeter. C'était parfait. Et toi, Jeff? Et pareil, ça m'a mis tout de suite dans le bain. Au début, quand on me parlait de Star Wars Vision, je me suis dit, oh, c'est quoi ce truc-là encore? Encore une façon d'amocher la licence. Et non, il y a eu un vrai risque qui a été pris et c'est amplement récompensé. Et je crois que c'est pas tout à fait en noir et blanc. Il me semble que les sabres laser Ouais, c'est ça, il y a quelques Oui, points de sont en couleur, en couleur, ouais. fait. Ouais, tout à fait. Mais ouais, alors très, très bien. Franchement, rien à redire, que ce soit sur l'esthétique, sur le scénario qui, bon, est quand même assez banal, mais qui reste, c'est un film de samouraï, quoi. Mm. Donc non, vraiment, très bonne mise en bouche, bien réussi Eh ben, tant et mieux. objectif, gagné du coup parce que j'ai eu envie. Eh oui, carrément, ouais, ouais, pareil pour moi, du coup. Alors, j'ai regardé, je sais pas pour vous, moi, je les ai regardés tous en japonais sous-titré français. pareil. Dans les bonus Disney+, met pas mal en avant les voix anglaises, mais je pense que c'est juste le making-of qui fait ça. Mais de base, il a été doublé, tout ça a été doublé de base en japonais, puis redoublé en anglais et en français, etc., etc. Bah, moi Mais je savais pas justement au début et je crois que j'ai vu les 2 premiers en anglais et ça après t'a pas, je suis passé au japonais ça t'a et pas c'est gêné quand même outre bien mieux. mesure? Ah oui, quand même. Ok. Bah, j'ai trouvé le japonais mieux et mieux adapté. Je crois qu'il y en a juste un aussi, celui avec, l'ancien. L'ancien, je l'ai regardé en anglais, je l'ai trouvé bien en anglais, D'accord. bon, parce que je trouvais que C'est- les dessins s'y prêtaient et parce que ça me semblait plus de l'animation occidentale, mais quand j'ai vu à la fin, les crédits que c'était japonais, je me suis dit: «Bon, peut-être tu feras en japonais aussi». Non, mais sinon, c'était quand même, de bonne qualité, hein. Bah, écoutez, moi c'est pareil, hein, du Kurosawa, comme tu disais, grosse claque graphique. Enfin, tu prends vraiment une. Enfin, là ils ont tout donné dans le premier épisode. On est vraiment sur un truc absolument dingue. On va passer tout de suite à l'épisode 2, Tatooine Rhapsody du studio
Colorido, qui a fait Loin de moi, près de toi, qui est disponible en ce moment sur Netflix, ainsi que Pokémon Les ailes du crépuscule, qui est également qui va sortir d'ailleurs sur Netflix, il me semble, pas encore sorti, et qui est l'histoire d'un jeune groupe de rock qui se voit poursuivre par Jabba pour un problème de dette. Alors, c'est marrant parce que du coup, on est complètement à l'opposé du premier épisode sur celui-ci. On est sur un projet beaucoup plus kawaii, presque shonen, même shonen à fond, hein, d'ailleurs. Tous les préceptes du shonen sont à l'intérieur, hein, la vengeance, l'amitié, le groupe de rock, la J-pop, etc. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et en même temps, c'est le seul épisode où on a des vrais personnages de la licence Star Wars, puisqu'on a Jabba et on a également Boba Fett qui font leur apparition. Ouais. Et donc du coup, alors moi j'ai beaucoup aimé, surtout finalement ça fait un peu opéra rock, j'ai trouvé ça plutôt sympathique et assez frais, et je trouvais que ça rentrait bien dans la licence Star Wars, même si c'était complètement en parallèle. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas dû apprécier parce que on a l'impression que Star Wars est presque limite pas pris au sérieux, et pourtant j'ai trouvé ça plutôt très intéressant à regarder. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé, Jeff. Moi, c'était un petit électrochoc où je me suis dit, voilà, ok, on part là-dedans en fait, on part dans du un peu n'importe nawak, et il y a un petit côté, objectivement, j'ai pas trouvé l'épisode très bon, enfin, ça m'a pas non plus ému ou quoi que ce soit. Ça t'a pas transcendé quoi. Non, ça m'a pas transcendé les dessins, j'ai moyen apprécié, mais j'ai aimé le côté, la prise de risque de se dire, «Vas-y, on balance ça en deuxième épisode, comme ça on va leur montrer un peu qu'on va aborder beaucoup de thèmes différents, dans beaucoup de Ouais, styles différents, et que, on va pas se prendre au sérieux», et du coup, quelque part, j'ai trouvé ça très intelligent de le mettre en deuxième épisode, parce que ça me donne encore plus envie de voir le reste, alors même que l'épisode, intrinsèquement parlant, je l'ai pas non plus trouvé formidable, quoi. Ils auraient fait l'inverse, ils auraient mis celui-là en premier. Je sais pas si j'aurais vraiment été très chaud pour voir la suite, en fait. Alors que ouais, là, j'ai trouvé ça complètement. plutôt bien fait, et de dire: «Bon, bah, voilà, on peut faire un épisode complètement barré, qui parle de rock avec Jabba et Boba Fett, et ça pose pas de problème», et pour le coup, j'ai apprécié, l'idée, on va dire. Moi, alors du coup, j'ai enchaîné les 4 premiers Ouais, d'un seul coup, et après j'ai regardé les 5 à 9 en une autre fois. Je l'ai fait en 2 fois. Donc comme je le disais avant, le un, je me suis pris une grosse claque, j'étais vraiment à fond. Je me suis dit: «Allez, j'enchaîne, je vais regarder plusieurs, je vais pas tout regarder», et là j'arrive sur le 2 et je fais partie de ces gens effectivement où là ça a été la douche froide. Je me suis dit: «Ah mince, mon enthousiasme est retombé, genre, puissance -1000». J'ai dit: «Ils ont fait ça». Alors le style, kawaii, déformé un peu, c'est pas mon délire de base aussi. Voilà, c'est purement, subjectif, et puis oui, il y a des choses qui sont intéressantes dedans, mais le fait de prendre les personnages et un petit peu, limite, oui, de les ridiculiser quoi, de pas respecter la licence, moi ça m'a pas parlé, et je trouve qu'au-delà, voilà, de subjectivement, moi je l'ai pas aimé, ça reste quand même pour moi le plus faible des 9 épisodes, et c'est le seul que j'ai pas aimé. Vraiment, celui-là, je l'ai pas aimé. Autant il y en a, voilà, je suis moins fan, mais celui-là, moi, grosse déception sur celui-ci. On va dire que j'étais pas la cible. Je pense que clairement, j'étais pas réceptif à ce qu'ils ont voulu faire, que ce soit dans l'esthétique ou dans l'histoire qui est racontée. Le mélange, entre la musique, cette histoire de vengeance, et cetera, ça m'a pas trop parlé. pour te dire à quel point je suis la cible, moi, de ce genre d'épisode, c'est que je suis allé chercher après sur internet le nom du groupe qui chantait la chanson de fin, parce que je voulais réécouter la chanson et j'ai pas trouvé qui était le groupe qui avait chanté à la fin de l'épisode, mais bon, c'est pas grave. Mais en J- japonais, la musique est en japonaise ou pas? Ouais, ouais, en japonais, la musique est en Ah japonais, d'accord, parce que du coup en ils ont anglais, fait c'est en anglais? plusieurs musiques en anglais, Ah ouais? et Ah, ils ont fait une chaud! version anglaise, en fait. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, ils ont fait tout, ouais, ils ont dû faire en Et anglais et en japonais, je la pense. musique est pas très bonne d'ailleurs, hein. En japonais, franchement, ça donne vraiment pas mal, ça fait un peu générique à la Naruto, quoi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Mais bon, c'est pas grave, une petite déception avant de passer à l'épisode 3, les jumeaux du studio Trigger, qu'on connaît pour Kill la Kill et Promare. Alors, Kill la Kill, Jeff et moi, on connaît très bien. Je sais pas si toi, Comic Eater, tu les as vus. Ah, je connais très bien, j'adore. Ah, tant mieux. Et ben, c'est l'histoire de deux jumeaux qui ont été créés de toutes pièces par les Sith pour servir l'Empire. Et alors que l'une est prête à tout pour le côté obscur, l'autre souhaite contrecarrer les plans pour partir et être libre. Et on se retrouve avec un
épisode complètement what the fuck, comme on connaît les studios Trigger, c'est-à-dire qu'ils ont complètement cassé les codes, restant toujours dans la licence, on est vraiment à la limite de la bordure de la sortie du mythe Star Wars, mais on reste toujours à peu près dedans, sauf que on peut respirer sans casque dans l'espace, on peut utiliser la force pour faire grandir un sabre laser, et surtout on peut utiliser l'hyperespace pour détruire un vaisseau grâce au sabre laser. C'est quand même assez foufou. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de votre côté? Moi, j'ai adoré parce que j'adore de toute façon le studio Trigger, j'adore leur humour. Alors moi j'ai beaucoup aimé, je pensais que ce serait quand j'avais vu la bande-annonce où on nous montrait un petit peu les extraits de chaque épisode, entre guillemets, pas tous mais une partie, je pensais que ce serait celui que je préférais parce que visuellement c'est du Promare, ça ressemble vraiment à Promare. L'esthétique des studios Trigger, j'adore leur style et on est dans l'over the top constamment, des trucs, on va voilà, les trucs les plus impressionnants qu'on puisse imaginer, ils vont dedans. Et là, par contre, arrive ce qui va être le défaut pour moi de cette série, comme peut être un défaut avec What If, notamment chez Marvel, c'est que j'en ai pas assez. C'est-à-dire qu'à la fin, je me suis arrivé en me disant: «Ah, ça dure que 20 minutes et c'est fini». Et c'est bien dommage parce que du coup, j'aurais aimé un film en fait, 1 heure et demie là-dessus. Parce que Ouais, voilà, il y a de quoi faire et tout est rushé et c'est dommage. Alors, c'est le jeu, hein, c'est de nous proposer plein de petites histoires courtes. Et autant sur le premier, ça m'avait pas trop dérangé. Il y avait voilà, ce duel de samouraï. Autant là, j'ai l'impression qu'il y avait tout un tas d'éléments qui ne sont pas dits ou qui ne peuvent pas être développés forcément. Et voilà, je commence à rester sur ma faim parce que l'épisode est excellent justement. Et ouais. ça va être un petit peu la suite. À chaque fois, je vais être frustré de me dire: ah, si je pouvais en avoir plus. C'est ce qui fait la C'est vrai. qualité aussi graphique de chaque épisode et graphique et scénaristique de chaque épisode, c'est que justement, étant donné que c'est sur un temps très court, ça leur a permis de vraiment bosser, je pense, à fond sur tous les points de chaque épisode et ça donne cette qualité aussi sur pas mal d'épisodes de la série. Ouais, dis-nous, Jeff, Ouais. toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Un peu pareil, alors, j'ai bien aimé qu'il la kill, mais j'ai moins aimé ce côté un peu, ça part dans tous les sens dans l'espace. Hem, j'ai pas été très sensible à l'humour enfin, au second degré de ça, en fait, finalement, quand j'ai vu l'épisode, au début, je me suis dit: «Ouais, ça va être cool et tout» et puis, ouais, j'ai eu ce petit côté, ouais, un peu d'inachevé et de sentiment de pas avoir été, ça a pas été assez à fond dans les choses, quoi. Hmm. Mais, moi, au contraire, le petit côté, ouais, hyperespace pour casser un vaisseau en 2, j'ai trouvé ça plutôt cool et le fait qu'ils aient gardé l'identité graphique et un peu barré comme ça de ce studio, j'ai trouvé ça très bien. Après oui, c'est vraiment pas mon préféré. Je l'ai trouvé peut-être un petit peu trop too much quoi, justement. Ouais, ok. Eh ben, on va passer tout de suite à l'épisode 4, La mariée du village du studio Kinema Citrus, qui a fait Made in Abyss, les films plus les OAV. Je ne connais pas cette série, donc je ne pourrais pas en dire plus que ça. Alors, c'est un épisode qui se situe quand même loin de la guerre entre le côté clair et le côté obscur, et on y renoue avec la Terre et les contes intimistes, puisqu'on nous raconte l'histoire de deux jeunes gens qui souhaitent se marier. Malheureusement, des pillards débarquent sur la planète et décident d'enlever la jeune fille pour la garder en otage pour que le village continue à leur obéir. C'est assez difficile, je trouve, d'en parler parce que j'ai trouvé que c'était un épisode qui était très contemplatif, qui se regarde plus qu'il ne s'explique. Je l'ai trouvé très bien. J'ai trouvé que c'était très très chouette à regarder. Justement, on a ce côté intimiste autour de la nature et on revient, je trouve, aux origines du Jedi et de la croyance en fait qui fait partie du mythe. Donc voilà, difficile pour moi d'en parler plus. J'ai beaucoup apprécié, mais je pense que vous allez pouvoir rajouter quelques éléments là-dessus. Jeff, toi, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode de La mariée du village? Moi j'ai beaucoup apprécié et on ça transpire beaucoup la culture shinto, dans Ouais. le mariage, dans l'esthétique et cetera et j'ai trouvé ça très très appréciable que ce soit fait ainsi. J'ai trouvé les dessins plutôt sympas, l'intrigue est cool aussi, même, ça aurait pu être développé plus, mais je trouve que l'épisode se suffit à lui-même. Heu, c'est ça que j'ai beaucoup aussi apprécié de manière générale dans la série, c'est que finalement on a une multitude d'histoires qui se suffisent plus ou moins à elles-mêmes, avec un format qui est très court. On parlait de Dune tout à l'heure qui fait 2h45 et c'est que la première partie des 7 tomes. Bah, là, non, on a une histoire, plus ou moins complète en 20 minutes, donc qui réutilise un environnement connu, hein, mais j'ai trouvé ça très, très intelligent en fait, très bien fait.
Moi, j'ai beaucoup apprécié, arrivé à ce j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il avait beaucoup plu également cet épisode, parce que, notamment visuellement, il y a une vraie, patte graphique qui Mmh. me fait beaucoup penser à un animé pas du tout connu, que j'ai en Blu-ray, qui est un de mes animés préférés qui s'appelle Katanagatari. Il y a vraiment ce jeu de couleurs très prononcé dans un Japon, féodal, avec pas mal de combats d'arts martiaux et cetera, et j'ai retrouvé ça ici, quelque chose de très contemplatif, de très beau, et effectivement, dans les événements, il y a rien d'incroyable, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement, poétique que, l'épisode, pour le coup, celui-ci, effectivement, se suffit à lui-même et il tient tout seul et vraiment, c'est un de mes préférés. Eh ben, très bien, on mettra une petite croix sur l'épisode 4. Alors du coup, on passe tout de suite à l'épisode 5, le 9e Jedi. Alors celui-là est fait par la production IG, qui est un des plus gros studios du Japon, puisqu'il a fait notamment l'Attaque des Titans. C'est lui qui a été sur le projet des premières saisons, donc voilà, ils sont assez connus. Et ça se passe après l'extinction des Jedi, donc un Jedi qui s'appelle Margrave Duro souhaite rassembler les Jedi restants, les invitant à venir tester de nouveaux sabres laser, qui est une arme oubliée dans cet épisode. Ça fait longtemps qu'on n'en voit plus. Et donc la tâche de la forge est confiée à Zima, qui est la seule personne connaissant encore la méthode de fabrication du sabre. Il sera accompagné de sa fille, qui a l'air d'être plutôt à l'aise avec des sabres laser, puisqu'elle a grandi avec, et surtout très à l'aise avec les Jedi en général, puisque Magrav Duro vit dans un temple dans l'espace, en périphérie de cette planète. Alors, c'est... Un tout petit peu. Un margrave, c'est un titre de noblesse, ça vient de D'accord. c'est un titre allemand, de guerrier, enfin de guerre, Ok. Ok, très bien. Bah, tu vois, c'est un truc que je savais pas. Justement, on sent que ce mot est très important, en fait, puisqu'il le répète beaucoup dans l'épisode, mais je ne savais pas qu'il avait mmh, voilà, c'est cette traduction-là. C'est un épisode que moi j'ai moins apprécié parce que j'ai trouvé que graphiquement il était un petit peu en dessous des autres. J'ai trouvé que voilà, ça tournait pas à 24 images secondes si on peut dire ça comme ça. Après, dans l'idée, j'ai trouvé que c'était très intéressant cette histoire de temps oublié, de sabre laser qui est une arme très convoité, avec une seule personne qui puisse la forger. On revient un petit peu, encore une fois, à ce Japon féodal avec ses fabricants de katanas et de sabres qui étaient les seuls à avoir leur méthode. Donc voilà, j'ai trouvé qu'au niveau comment dire, de l'écho que ça faisait au Japon, j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais l'épisode en soi m'a pas transcendé. Moi, je pense que c'est mon préféré, Ah celui-ci. bah d'accord, tu vois. J'ai vraiment visuellement, je l'ai adoré, même si effectivement il est moins, grandiloquent, il est moins impressionnant que les autres, je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'il fonctionne quand même et il y a surtout certaines images, en fait, qui m'ont fortement marqué, liées au sabre. Je pense à une image liée aux couleurs actives à Mm, un moment donné, mm. et j'avoue que j'ai eu des frissons de me dire: «Ah ouais, OK, on en est là». J'ai bien aimé certains personnages. Alors encore une fois, ça dure que 20 minutes, donc c'est pas se travailler, et à la fin, moi, c'est celui le parmi tous les épisodes, je me suis dit carrément: «C'est même pas je veux plus, je voudrais une série entière, en fait, sur ces personnages-là». Ah, par Et contre, je que suis ça d'accord ait avec été toi. Ouais. plus travaillé. Ouais. Ça mérite, clairement, on peut faire une série là-dessus, sur Mm. ce genre de personnage, sur les aventures de ce «trio» entre guillemets. Il va y avoir une sorte de trio qui va se former à la fin, et je me dis: «Allez-y quoi, faites une série, je la regarde, il y a pas de problème». Ouais. Par contre, si on prend l'épisode en tant que tel, effectivement, il a des défauts, je suis d'accord. Après, il faut savoir que c'est bien annoncé sur Disney+, c'est une saison 1, donc il est fort possible que certains studios reviennent pour de nouvelles créations ou pour peut-être des suites d'épisodes déjà créés, hein. moi, c'est aussi, je pense mon préféré, 9. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai bien aimé le petit rebondissement, heu, j'ai trouvé que finalement c'était là où l'histoire était le plus développée, là où il y avait plus de choses en si peu de temps, en fait. Hmm. Oui, Il y en a Oui, eu ça c'est vrai par un contre, autre tout à aussi, fait. celui avec le lapin là où aussi il y a un truc qui sont développés, mais et là j'ai trouvé que vraiment celui c'était plus abouti et où effectivement ça donne envie d'en savoir plus et finalement c'est peut-être celui qui se rapproche le plus de ce qu'on connaît de l'univers Star Wars. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai bien apprécié, c'est que ça revient un peu à tout ce qui avait pu être fait, comme roman et tout, même si j'en ai pas lu beaucoup, mais qui exploitent l'univers Star Wars, qui ont été ouais, complètement annulés par Disney, mais j'ai je trouvé pense que c'est que ça, oui, tu
tu mets les mots dessus, je pense que c'est le plus proche. Moi, je suis un grand fan de la prélogie et Ouais. je pense que c'est celui qui se rapproche plus de cette idée-là, Jedi Sith, c'est le plus proche de l'univers de base de Star Wars. Ouais, voilà, cette histoire de faire son sabre, de comme quoi c'est un objet spécial et tout. Bah, j'ai trouvé ça plutôt bien fait, le fait que c'est la première fois qu'on voit un forgeur de sabre. Heu, donc ouais, j'ai trouvé que c'est celui qui s'intégrait le mieux dans l'univers, qui le respectait le plus, mais sans pour autant en faire des caisses, quoi et non, j'ai trouvé que ça pouvait effectivement être la base de beaucoup d'autres histoires, dans une saison ultérieure ou ouais, pour moi, c'est un des meilleurs, ouais. On passera à l'épisode 6 maintenant, T0B01 de Science Saru, qui a fait notamment Japan Sync ou Devilman Crybaby pour Netflix. C'est un studio assez particulier d'ailleurs, qui fait pas que de l'animation. Je vous laisserai aller voir leur site. Je me suis un petit peu perdu. Je sais pas, ils font des photos aussi. Enfin, j'ai pas très bien compris. Tout ça pour dire que c'est l'histoire cette fois-ci d'un droïde rêvant de devenir un Jedi aux côtés de son créateur. Donc son créateur lui explique qu'il faut qu'il trouve un cristal Kyber, donc pour pouvoir forger son propre sabre et ainsi devenir un Jedi. Voilà, malheureusement, en cherchant ce fameux sabre, voilà, le petit robot va lancer les péripéties de l'épisode. Alors, bah, on va pas se mentir, c'est une grosse référence à Astro le robot, hein, entre Pinocchio et Astro le robot voilà, qui souhaite devenir humain. Là, on a un robot qui souhaite devenir Jedi. Et du coup, alors j'ai vu, donc parce que je suis allé voir le making of, le nom de Toby, en fait, donc T0B01, Toby, n'est pas anodin puisque c'est le nom du fils décédé du scientifique qui crée Astro dans la série de Tezuka. Ouais, Donc voilà, donc c'est une vraie référence même vraiment à Astro, quoi. le professeur, bah, c'est le professeur Akasse, c'est Complètement. aussi il ressemble comme 2 gouttes d'eau, Il a le au même nez, professeur. Le voilà, même nez, ouais. voilà, c'est Voilà, c'est vraiment ça. le même personnage que Tezuka et aussi, Toby, si tu vois comment c'est écrit, c'est Obi-Wan, Ah c'est oui, aussi une exact. référence à Obi-Wan. Petit détail en plus, la version japonaise est assurée par Masako Nozawa, qui est tout simplement la doubleuse de Sangoku dans Dragon Ball Z, hein. Donc là, Quasiment effectivement, toute la famille, donc on a quand même une sacrée référence aux vieux animés, aux vieux mangas des années 70-80. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai trouvé que la patte graphique était hyper intéressante. J'ai adoré ce côté un petit peu aquarelle. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Et puis même en général, l'ambiance générale de l'épisode m'a vraiment mis, je vais pas dire en joie, mais m'a laissé un côté très sympathique en bouche à la fin de l'épisode, quoi. Euh, ouais, j'ai trouvé léger malgré le fait que, bah, il est pas joyeux non plus, mais peut-être, mais ouais, cette patte graphique, très légère, très cartoon qui rend l'expérience, assez sympathique. Peut-être la voix de Son Goku aussi mm. qui rend les choses un peu plus drôles et ce petit robot, complètement jovial, malgré tout ce qui lui arrive. Ouais, non, je pense que c'est un de mes préférés aussi, avec un peu de recul, celui où j'étais quand même assez surpris de voir ce qui se passait à l'écran, même si bon, il y a des choses qui étaient un peu téléphonées, mais et le fait de transformer un droïde en Jedi, heu, bah, ça rappelle encore une fois, c'est avec le robot, Astro Boy, Astro, ouais, voilà. qui est un petit droïde qui veut devenir aussi un petit garçon quelque part et qui veut devenir un humain. Donc non, c'est vraiment, je trouve un très beau clin d'œil, aussi bien à Star Wars qu'à Osamu Tezuka. Et toi, comme Je Exeter? suis assez d'accord avec vous. Je l'ai trouvé très mignon comme épisode. C'est le premier mot qui est venu. Je me dis, ah, c'est très mignon. J'adore le design. Et s'il y avait que ça, si genre c'était un one shot, genre il y avait rien avant, rien après, j'aurais été moins fan. Mais avec le contraste que ça donne avec les autres épisodes, j'ai vraiment trouvé ça très bon parce que il changeait vraiment d'atmosphère, de style. J'ai vraiment trouvé ça, voilà, très enfantin, même si, voilà, il y a des choses un peu plus dures dans l'épisode, mais on garde quand même une certaine légèreté et je trouve qu'à la fin, quand même une petite explosion en termes d'animation avec le duel final que j'ai trouvé vraiment très bon et voilà, ça va durer, je pense là jusqu'à la fin, les derniers épisodes qui se terminent généralement avec des duels sont tous plus, réussis, j'ai l'impression à chaque fois. Il y a toujours, un petit truc, une petite technique, soit dans l'animation, soit dans le décor, soit, dans le
l'environnement dans lequel ça se passe, fait qu'il y a toujours cette petite étincelle à la fin qui rend la chose encore plus sympathique à voir. Donc, bon épisode. Et on passe tout de suite à l'épisode 7, du coup, l'ancien, qui est également du studio Trigger, donc le même studio que celui qui a fait les jumeaux. Mais savoir que là, pour le coup, c'est le autre fondateur du studio qui est plus ancien, qui va bientôt prendre sa retraite et qui a voulu faire un dernier épisode avant de partir à la retraite. Et l'ancien, ça nous parle de Sith qui ont disparu, et donc on a 2 Jedi qui ressentent une force un peu obscure et qui décident de s'arrêter sur une planète pour découvrir ce qui se passe un petit peu, puisque normalement les Sith sont censés avoir disparu. J'ai trouvé l'épisode très intéressant, surtout comme tu dis, l'animation du duel qui était vraiment très très sympa, même s'il n'est pas très long. Effectivement, les épisodes font que 15 ou 20 minutes, donc les duels sont jamais très longs. Mais l'opposition entre le côté obscur et le côté clair, ainsi que la fameuse philosophie de fin d'épisode sur la montée et la descente de la puissance selon le moment de vie, j'ai trouvé ça vraiment très très sympa, et je l'ai trouvé très posé, très philosophique. Donc voilà, j'ai pas mal apprécié cet épisode 7, donc l'ancien. Et on va commencer avec toi, Damien. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode, toi? Euh, pour le coup, celui-là, je suis un peu moins fan. Disons que quand je l'ai vu, voilà, même là, tu vois, j'ai repris mes notes et puis parce qu'on en parle, mais c'est l'épisode peut-être que je vais oublier assez facilement, si ce n'est la fin. Effectivement, le duel final, puis la petite philosophie à la fin, la petite phrase que j'ai trouvé très intéressante, mais tout le début, toute l'installation de l'épisode, je trouve ça assez trop classique en fait. Voilà, il y a plein de choses classiques dans Star Wars Visions, mais là, d'autant plus avec voilà ce Jedi et son Padawan, je me suis déjà vu 100 000 fois. Ils vont traquer un résumé site. Et puis à la fin, il y a ce petit éclat effectivement avec le duel et surtout l'utilisation de la pluie, j'ai trouvé très intéressante sur les sabres laser qui créent un Mm. petit effet visuel. Et voilà, cet échange, parce que c'est un échange très court entre les 2 personnages, montre à quel point ils sont expérimentés, contrairement au Padawan. Et ouais, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais facilement oubliable. Ouais, j'ai plutôt apprécié, ça m'a fait beaucoup penser, finalement à la menace fantôme, où, on voit Qui-Gon Jinn et Obi-Wan, sentir qu'il y a un site quelque part qui les attend, et puis ils se font je me souviens de la suite, mais je l'ai trouvé quand même assez intéressant, le personnage de l'ancien, et est assez mystérieux parce on n'est pas sûr que c'est un site. Il se présente pas comme étant un site, mais comme étant un ancien site, donc il y a, je pense que c'est pas mal de choses à creuser, et puis, cette relation, Padawan, maître, Jedi, que je trouve aussi plutôt intéressante, et ouais, j'ai fait quand même beaucoup de parallèles avec la menace fantôme, mais sans tout le côté, politique et tout qu'il y a eu derrière après, qui s'est développé dans l'épisode 2 et 3. Heu, non, c'est un des épisodes que j'ai beaucoup aimé aussi, ouais. J'ai bien apprécié le côté violence en fait de l'ancien site, entre ses yeux très très noirs, et le fait qu'il ait été tué ces bestioles là au milieu de la prairie. On dirait que plus les années passent et plus le côté obscur englobe en fait le personnage, a englobé le personnage, et du coup il n'est plus que violence en fait, il sait plus faire que ça, et il cherche juste à tuer jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme épisode, même si encore une fois c'est vrai qu'au niveau de l'animation et de l'histoire en général de l'épisode, c'est pas forcément celui qui va ressortir sur les 9, quoi. L'épisode 8, Lop et Ocho de Geno Studios. Alors c'est un jeu de studio qui a été fondé en 2015, qui a pas produit grand chose à part Golden Kamuy, que je ne connais pas, donc je ne pourrais pas en dire grand chose. Donc on en vient justement à l'épisode dont tu parlais tout à l'heure, G-Fresh. Donc c'est l'histoire de Lop qui est adopté par un maître de clan sur la planète Tao, et qui est contrôlé par l'Empire. Malheureusement, des années plus tard, la fille biologique de ce maître de clan décide de rejoindre l'Empire, pendant que son père, lui, veut détruire l'Empire. Donc voilà, et donc il va devoir choisir entre sa fille biologique et sa fille adoptive pour la suite, la succession de son clan, et tout ça au milieu forcément de l'univers de Star Wars. Je vais être franc, j'ai pas aimé cet épisode. Je l'ai trouvé plutôt bâclé, parce que le passage de la jeune fille qui décide d'aller vers l'Empire est très mal exploité. Je pense que c'est le genre de sujet qui, justement, en un seul épisode, est très difficile à mettre en place et à expliquer.
Donc voilà, moi j'ai pas. Après j'ai beaucoup aimé la partie succession par contre, le choix de la succession, voilà, et le fait que la famille n'est pas forcément de sang, mais plus d'esprit. Mais voilà, en soi, le film, enfin l'épisode, lui, ne m'a vraiment pas transcendé. Je suis pas resté scotché devant comme les autres. Bah, non, non, pareil que toi, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé que ce soit le côté, que ce soit le dessin, que ce soit l'histoire, enfin, non, j'ai vraiment pas accroché du tout à cet épisode-là. Heu, on comprend pas trop pourquoi le personnage principal, c'est un lapin, et pas les autres. Alors oui, elle est adoptée et cetera. Et une autre race, soit, mais j'ai pas compris, enfin, j'ai pas spécialement accroché. Ça m'a fait ça m'a fait penser un petit peu à Naruto, mais voilà, sans non plus, être génial. Heu, l'histoire, de celle qui veut protéger sa planète et cetera. Pourquoi pas, mais je sais pas, j'ai pas accroché. Je saurais pas dire vraiment que ce que j'ai trouvé mauvais. C'est peut-être la narration. J'ai trouvé que le scénario en soi, Mm. l'idée et cetera est pas mal. Les graphismes, l'ambiance de la planète, tu vois le gros vaisseau qui est posé à côté et cetera. Mis à part le personnage lapin, heu, pourquoi pas. Mais par contre, je sais pas, je trouvais que ça se fait pas quoi, ça Mm. marche pas. Et toi, Damien, du coup? Moi, ça aurait pu être mon épisode préféré, mais il y a trop de choses qui vont pas et je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai vraiment adoré l'univers. Pour le peu qu'on voit, ce mélange entre une culture traditionnelle et l'Empire qui arrive avec ses grands vaisseaux, qui veut faire des usines partout. Le mélange entre tradition avec justement le père, qui veut, voilà, avoir son héritier à qui il va donner l'héritage de la famille et cette histoire de famille qui se brise aussi. Mais comme on l'a dit, comme vous venez de le dire, c'est tellement rapide, c'est tellement précipité que, bah, ça en devient ridicule presque, ce changement d'attitude en l'espace de, allez, on va dire 2 minutes, et on se fait des bisous, 2 minutes après, c'est, «Je vais te tuer». Mm. Il, manque quelque chose, quoi. Bah, du coup, il y a une ellipse comme, voilà, on peut le dire et cette ellipse, voilà, elle passe pas, quoi. On se dit: «Elle ça n'a aucun sens, pourquoi ce personnage a diamétralement, changé et totalement opposé à ce qu'elle était il y a 2 minutes?» Et pourtant, il y avait des choses plutôt sympas, notamment, encore une fois, le duel final, la fresque, qu'on pourrait faire, voilà, le duel fratricide, mais c'est un potentiel gâché et je trouve ça Mm. dommage parce que je me suis dit: «J'ai envie de l'aimer, ça aurait pu être quelque chose que je vais adorer» et au final, ben, non, c'est un gros raté. Eh ben, on va passer au dernier épisode, l'épisode 9, et puis on va tout doucement clôturer l'émission aussi. On va parler de l'épisode Akakiri, qui de nouveau est fait par Science Saru. Donc ça se passe après l'extinction des Sith. Tsubaki, un Jedi, décide de retrouver Misa, qui est son amour d'enfance, dans une planète dont le peuple est opprimé quand il arrive sur la planète, et il décide de partir avec elle à la conquête du château, pour déloger du coup un Sith qui a pris le contrôle et par la même occasion reprendre le trône, puisque Misa en est, je crois, la princesse. C'est un dernier épisode qui, je pense, a sa place en fin de course, parce que graphiquement déjà, il est beaucoup plus particulier que les autres, au niveau de sa philosophie également, et surtout au niveau de son sujet final, ça va être très difficile de ne pas spoiler en fait l'épisode, parce que tout se joue sur cette scène finale et comment dire, et sur cette façon de voir le Jedi, entre côté clair et côté obscur. J'ai pas forcément apprécié l'épisode, mais j'ai trouvé très intelligent la façon d'étudier le Jedi, dans ces 20 dernières minutes de Star Wars Vision. Je vais vous laisser en discuter, mais voilà, je pense que l'épisode va rester en moi, il va laisser une trace sans forcément que ce soit ni qualité ni défaut, mais voilà, je pense qu'il a quand même sa place dans les 9 épisodes. Jeff, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Hem, ouais, bizarrement, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé, en fait. Graphiquement parlant, c'est sûr que c'est celui que j'ai le moins aimé. Pas du tout aimé le graphique et s mouvement, tout ça, enfin, j'ai pas accroché du tout et j'ai trouvé très lent.
passe pas grand-chose. Il y a peut-être les deux petits sidekicks là qui sont un petit peu drôles, mais je sais pas, j'ai senti une autre influence, peut-être un peu plus chinoise que japonaise cette fois-ci et alors oui, effectivement, il y a le revirement à la fin qui est encore une fois vraiment un un bon risque, une bonne prise de risque et c'est quelque chose qu'on voit pas souvent dans Star Wars, espèce de revirement et je pense que c'était intéressant et il fallait au moins montrer ça et ouais, non, c'est peut-être celui qui m'a le moins le moins impressionné et celui où je me suis dit: «Bon, bah, c'est fini, c'est un peu dommage de finir sur ça». J'aurais peut-être plutôt préféré finir sur le 9e Jedi, par exemple, ça aurait peut-être, Hmm. un peu mieux. Ouais, peut-être pour laisser une porte ouverte à la limite sur une suite. Oui, voilà, alors Ouais, tout à fait. Ouais. effectivement, cette façon cette partie de l'histoire de Star Wars qui est intéressante et qui était déjà exprimée, je pense que je sais pas si on peut vraiment parler de spoil parce que ouais, Ouais, les épisodes sont on quand peut même pas très non plus, courts. mais Ouais. c'est intéressant de le montrer et ça fait partie de l'univers de Star Wars donc on en parle dans beaucoup de films Hmm. donc oui. Après la façon dont ça a été fait, encore une fois, ouais, je pense que c'est trop lent. Moi, j'ai trouvé le rythme vraiment trop lent, heu et l'image trop morne, en fait. C'est de manière générale, je l'ai trouvé trop morne. Je suis gêné parce que quand tu as dit: «On va passer à l'épisode 9», je me suis dit: «C'est quoi cet épisode 9?» Et après quand tu as commencé à la raconter, je me suis dit: «Ah mais oui, c'est vrai qu'il y avait lui», et en fait, je l'ai effacé de ma mémoire, Tu l'as vraiment. Mais je effacé, ouais. pense que c'est un acte délibéré. C'est pas un Ouais. oubli, genre j'ai oublié. Vraiment, cet épisode était tellement parce que autant le 2 j'ai pas accroché, mais il y avait des qualités, autant celui-là, à part son discours à la fin qui fait écho à effectivement des choses qu'on a déjà vues dans la saga, je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Au milieu des 8 autres épisodes, pourquoi on a ce truc-là? C'est quoi cet ovni? Visuellement, moi, j'ai pas accroché non plus. Dans l'histoire, il se passe pas grand-chose à part à la fin et terminer là-dessus, effectivement, je comprends pas. Alors, d'un côté, oui, du coup, on met ça à la fin en mode, allez, à la fin comme ça, ils auront vu tout le reste, ils vont pas s'arrêter avant. Ouais, ouais, c'est ça. Mais ça termine pas, en apothéose, quoi. Alors qu'on a eu des épisodes, on l'a dit, qui sont extrêmement, positifs et on termine là-dessus et je me dis: «Tiens, un peu étrange de terminer la série, en tout cas cette saison 1, sur cet épisode-là». Donc C'est ouais, marrant. grosse déception puisque, j'ai préféré l'oublier. Oui, d'accord, à ce point-là. C'est marrant, moi j'aurais vu l'épisode 2 à la fin. Tu sais, finir sur un concert avec Oui, les deux personnages, justement les deux seuls personnages de la licence qui apparaissent comme ça en mode un petit peu caméo, tu vois. Je trouve que l'épisode 2 aurait peut-être été plus. Peut-être qu'ils l'ont mis justement en épisode 2 parce qu'ils pouvaient pas le mettre à la place de l'épisode 9 parce que l'épisode 9 ne pouvait pas être plus haut, je pense, dans les épisodes. Comme vous dites, à mon avis, les gens se seraient arrêtés là. L'épisode est tellement opaque que ça doit être très difficile de continuer, je pense, la série après l'épisode 9. Il y a un truc qui m'a finalement dérangé un petit peu dans toute cette, série, heu, oui, quand en fait, on mettait énormément de place aux Jedi. Heu, il y a pas un seul épisode où on parle pas de Jedi, de chevalier Jedi, de sabre laser et tout, alors que finalement Star Wars, c'est pas quand même que ça, je trouve et c'est vrai qu'on passe à côté, tu vois? Alors ce sera peut-être dans une autre, dans un autre épisode, hein, mais dans une autre saison, mais j'ai trouvé que, bah, je sais pas, il y avait peut-être d'autres personnes, d'autres entités dont on aurait pu discuter comme, je sais pas, les chasseurs, les rebelles, des trucs comme ça. Alors c'est des choses qui ont déjà été vues, hein, certes dans des films, mais bon, les Jedi aussi finalement, et revus dans tous les films et du coup, je trouve ça peut-être un peu dommage d'être passé à côté d'autres histoires. J'espère qu'ils élargiront un peu leur horizon et pas limiter Star Wars aux Jedi et aux Sith parce que, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en dehors de ces 2 choses-là. Même si j'adore, hein, je veux dire les combats de sabre laser et tout, je trouve ça très, très bien. Mais ça manquait un petit peu d'autre chose que à chaque fois un Jedi, qui passe par là ou 2 Jedi qui se baladent et cetera. Est-ce que c'est pas en écho avec tout simplement la philosophie japonaise? Est-ce que c'est pas ce qui leur parle le plus dans l'univers de Star Wars, en fait, ce côté samouraï, le côté bien, mal, tout le côté justement autour du bouddhisme du côté mystique, en fait, du Jedi? Est-ce que c'est pas ce qui parle le plus en dehors du côté chasseur non, et...
pense pas parce que finalement la licence Star Wars au Japon a été quand même largement répandue avec 4, 5, 6 et finalement les Jedi, tu les vois, mais tu Ouais. beaucoup de Stormtroopers, t'as des rebelles, t'as la squadron, la Rogue Squadron et tout donc ouais, je suis pas sûr que ce soit, Je peut-être pense que plus esthétique, bah, effectivement. Il y a peut-être un côté oui, plus esthétique dans le c'est Jedi, peut-être une demande de Disney aussi, hein. C'est peut-être tout simplement une demande de c'est peut-être Disney qu'il y a un de. thème qui était choisi et qui Mmh. était pour le coup, c'est réussi, hein, mais je trouve ça peut-être un petit peu dommage. Donc je me dis, ouais, peut-être que le public, comme tu dis, malgré tout, japonais, je pourrais pas dire parce que je ne suis pas japonais, j'ai pas demandé l'habiller aux japonais, mais ça m'étonnerait pas quand même, de par leur culture. Dans les animés, il y a beaucoup de combats de sabre, hein, quel que soit le style, hein, ça peut être futuriste, dans le passé, avec des ninjas, et cetera. Je pense que le côté sabre laser, c'est ce qui doit le plus leur parler à eux, je pense. Comme à d'autres personnes. Par exemple, moi, le côté, Jedi et tout, ça me parle le plus dans Star Wars, hein. C'est pour ça que j'adore la prélogie, heu, pour les Jedi, pour les Sith, pour les combats de sabre laser. Mais par contre, c'est dommage parce qu'effectivement, il y a d'autres choses peut-être à explorer, mais qui parleraient peut-être à moins de personnes et Non, mais qui, je dis pas de ne pas pourraient être parler moins du tout des Jedi, intéressantes. mais peut-être en parler moins, quoi. Là, sur Mmh, 9 mmh. épisodes, Ah peut-être bah, je mettre suis C'est vrai que c'est d'accord, que ça, c'est un ou ouais. 2 épisodes, quasiment que ça. Je me suis fait la réflexion, c'est à chaque fois, sabre laser, ça tourne autour du sabre laser ou du Jedi et pas, par exemple, je sais pas, même ne serait-ce qu'un peuple, le Mmh. peuple Gungan, voilà, essayer ouais, Ouais, de tout à fait, retravailler ouais. là-dessus, les Wookiees, un épisode sur, l'espèce d'Ahsoka Tano, je sais pas, Quand on voit la qualité, quand on voit la qualité de Rogue One qui prend un sujet complètement parallèle, bon, même si c'est canon, mais on prend un sujet parallèle, on parle des rebelles et du côté sombre finalement des rebelles et de ce qu'ils sont capables et jusqu'où ils vont pour lutter contre l'Empire. C'est vrai que c'est des sujets qui peuvent être très facilement abordés, surtout dans des animés, mais qui par contre sur 20 minutes sont peut-être moins impressionnants au niveau graphique que le côté sabre laser. oui, un épisode sur des rebelles, même sans être quelque chose avec de l'action, quelque chose de Mm, plus mm, humoristique, Stormtrooper, un épisode humoristique sur les Stormtroopers, mm. ou même sérieux sur les Storm il y a vraiment effectivement des choses, mais après si pour des autres saisons, on peut espérer qu'on quitte un petit peu le schéma, Jedi. Ça peut être Et intéressant voilà. qu'ils aillent voir sur des continents différents, peut-être qu'ils fassent appel à des studios américains pour la prochaine saison, des choses comme ça, qui vont peut-être avoir une idéologie et une vision complètement différente de Star Wars. c'est vrai, ça peut être Effectivement, pas mal. qu'ils viennent chez nous, ce serait pas mal, parce qu'on Ouais, on a des très bons studios. Ouais, ouais. on se défend pas mal, je pense. Ouais, complètement. Bah, il y a le studio Fortiche, hein, de toute façon. Là, moi, s'ils pouvaient faire un épisode de Star Wars, je serais aux anges, hein, puisque c'est eux qui vont faire la saga, enfin la série League of Legends sur Netflix, là, et c'est vrai que ils ont une part graphique qui mériterait d'être mis en avant sur Disney+. Eh ben, écoutez, messieurs, avez-vous des choses à rajouter sur ce Star Wars Vision? Dans l'ensemble, vous en êtes content? Oui, je suis plutôt content, moi, c'est surtout le format que j'ai bien apprécié, personnellement, moi, j'ai à peu près 20 à 30 minutes de train, le matin et 20 à 30 minutes de train le soir et du coup, c'était plutôt agréable de pouvoir se dire: «Bon, bah, hop, je suis dans le train ce matin, je me lance dans mon petit épisode, quoi». Donc ça, c'était quand même plutôt cool, ouais. Ouais, je suis pareil, je suis plutôt positif. C'était un bon moment, ça va vite en plus. C'est des formats courts, un peu d'épisodes en plus, donc c'est toujours sympathique. Alors effectivement, je vais pas non plus regarder ça, faudrait pas que ça devienne de norme. Voilà, on a Ouais, eu ça, Ouais. on a eu, What If. Faudrait pas que les séries maintenant se contentent de faire des choses déconnectées de 20 minutes, c'est tout. Voilà, parce que même si j'ai beaucoup aimé, ça arrive pas, au niveau pour moi. Alors en termes d'animation, il y a plein de choses, mais ça vaut pas une grosse série avec vraiment des enjeux, une narration comme Star Wars Rebels, comme Star Wars Clone Wars. Là, vraiment, il y a du contenu massif, du lore et beaucoup, beaucoup d'éléments. Là, c'est plutôt une petite friandise que j'apprécie, mais il faut que ce soit, justement de temps en temps. Faut pas abuser des friandises. Complètement. Tout à fait d'accord. Eh ben, écoutez, on va clôturer sur ce dessert, sur cette friandise du coup. Et puis merci beaucoup à vous. Pas de top cette semaine parce qu'on a énormément parlé déjà. De toute façon, notre top, on va le dire, hein, c'est Dune. Allez voir Dune tant qu'il est en salle. N'hésitez pas. Allez voir, ce
cette musique ne joue pour personne. C'est pas mon truc. Oui, effectivement. Alors, ok, allez voir Cette musique ne joue pour personne si vous l'avez aux alentours chez vous. On pourra peut-être en reparler dans 2 semaines s'il est toujours en salle, plus en détail. Mais en tout cas, on vous souhaite à tous déjà un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis, on vous dit à dans 2 semaines pour de nouvelles news, un nouveau sujet, et puis peut-être des tops si on a le temps cette fois-ci. Merci Comic Eater, merci Gfresh d'avoir été encore présent cette fois-ci, en espérant que vous le serez encore dans 2 semaines, et qu'on ait encore beaucoup de choses à dire sur le cinéma et sur les plateformes de streaming. À C'est un bientôt. plaisir. À bientôt. Allez, à bientôt, salut. Salut.